Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer cette conférence. D'abord, remercier l'acteur principal, le professeur Xavier Hofer, criminologue, spécialiste des questions du terrorisme et de sécurité, à la fois intérieure, mais aussi de questions géostratégiques. Remercier évidemment la présidente de notre groupe, Marine Le Pen, d'assister à cette conférence, et puis de vous remercier d'être venu écouter un sujet malheureusement, on va dire, d'actualité, même si, évidemment, nous eussions, à mon avis, préféré parler d'autres sujets. Mais à l'heure où, en plein Paris, en plein état d'urgence, en plein plan Vigipirate, renforcer, on arrive à brûler une voiture de police en plein Paris, évidemment, on peut quand même se poser la question sur l'état réel des moyens de sécurité en France et de tout ce qui, évidemment, sous-tend cette question. Xavier Hofer, donc, criminologue que vous voyez régulièrement sur un peu tous les médias télévisuels parlant de ces questions, va répondre à la fin de son exposé aux questions que vous voudrez bien lui poser. Et je dois dire que nous avons nous-mêmes beaucoup de questions à lui poser, tant il est vrai qu'il y a quand même une certaine incompréhension entre ce que nous pouvons voir de l'état de la France, de ce que nous avons vécu, et même, j'allais dire, Monsieur Hofer, sur la durée, pas seulement depuis les attentats de Charlie, depuis les premiers attentats en France, de savoir quelle a été la politique française en matière intérieure, en matière extérieure. Une autre question, sommes-nous armés idéologiquement pour faire face à ces nouvelles menaces ou à ces menaces? Parce que moi j'ai quand même l'impression que tout est fait pour nous désarmer idéologiquement et pour être en quelque sorte contemplateur du désastre qui se joue sous nos yeux. Et puis les renoncements, qu'on le veuille ou non, de l'ensemble de la classe politique au pouvoir depuis déjà longtemps. Avec une curiosité, j'ai relu une note que vous devez connaître, qui est en fait le compte rendu de l'audition de l'ancien patron des renseignements généraux, Yves Bertrand, devant la commission Debré, je crois, sur le foulard islamique, où il explique déjà à l'époque la mutation de l'islamisme dans un certain nombre de quartiers de nos villes, et en France, et où, peut-être qu'on vous posera la question à la fin, avec des questions très précises sur les soutiens à l'extérieur de pays qui sont les alliés de la France, sur la technique d'infiltration des écoles, du milieu du travail, aujourd'hui, de la manière dont ils testent les protections de la République française, et quand il voit qu'il y a des résistances, hop, change de sujet pour aller s'infiltrer dans d'autres... Voilà. Tout cela, aujourd'hui, eh bien, ce sont des problématiques qui se posent, en tout cas à la classe politique, qui se posent aussi à nous, puisque nous sommes dans le cadre du Parlement européen, en tant que députés européens. Nous avons suivi, Édouard est là, le chef de la délégation, Marine, tout le débat sur le fameux PNR, où on nous a accusés de ne pas voter pour le PNR, comme si le PNR avait été la réponse à tous les attentats que nous avons connus en France, et que c'était vraiment l'alpha et l'oméga de toute politique antiterroriste. Là aussi, nous aimerions avoir vos éclaircissements, parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, ces gens ne prennent pas l'avion, ou en tout cas pas quand ils reviennent en France. Donc tous ces fichiers d'avion, ils sont très sympathiques, mais voilà, on aimerait savoir depuis Mérat, les discours de Nicolas Sarkozy, les discours de François Hollande, et puis mettre ça en perspective avec ce qui avait beaucoup choqué le monde médiatique, qui est beaucoup choqué par des choses qui sont quelquefois
tout simplement la réalité, la vérité. Quand Marine avait dit pendant l'élection présidentielle, combien de Mohamed Merah dans les migrants, dans les bateaux, etc. Eh bien malheureusement, j'allais dire, l'avenir lui a donné raison, parce qu'il y avait des Mohamed Merah dans les migrants qui arrivaient de Syrie, qui sont passés par la Turquie, qui sont passés par la Grèce, et qui sont passés évidemment par la Belgique et en France. Tout cela, évidemment, dans, et j'en termine pour vous laisser évidemment la parole, ce qu'on considère être comme un abaissement de l'état de droit, contre le désarmement de nos forces de police, tant en termes de moyens qu'en termes de soutien moral, et puis quand même la question de la justice, quand on voit le milieu carcéral, le malaise dans le milieu carcéral, quand on voit le radicalisme qui est en train de gangréner, là encore, les prisons françaises. Voilà, la France est malade, nous en sommes nous parfaitement conscients. Encore faut-il pointer les racines du mal, et une fois qu'on pointe les racines du mal, y trouver les remèdes, et puis certainement, et ça je n'en doute pas, avoir le courage d'appliquer ces remèdes à la situation qui est aujourd'hui la nôtre. À vous, chers amis. Merci, ça marche, oui. Merci de votre invitation, d'abord. C'est tout à fait important. J'essaye le plus possible d'aller dans des conférences comme celle-là, de rencontrer les gens. Ce qui nous menace, nous, c'est le fait d'être dans des bibliothèques de fac, ou maintenant de conservatoires, et d'être un peu coupé de la réalité. Ce qui nous ramène au réel, ce sont les questions qu'on nous pose. Si on est tout seul à avancer sur son petit vélo, naturellement, on peut très bien louper des questionnements importants et louper des problématiques importantes. Ainsi, je vais vous dire que par science professionnelle certaine, je sais que le cours magistral est aussi enquiquinant pour ceux qui l'écoutent que pour celui qui le prononce. Je vais essayer d'aller le plus vite possible dans l'exposé liminaire, c'est-à-dire les 3 ou 4 choses qui me paraissent importantes à l'heure actuelle de prendre en compte dans le domaine du terrorisme et de l'antiterrorisme. Et après ça, nous procéderons par questions-réponses, ce qui me permettra d'abord d'apprendre les questions que vous allez me poser et secondo, de coller le mieux possible à vos attentes. Mais préalablement, je voudrais dire quelques mots sur le statut et la nature de l'expert. C'est quelque chose qui semble agiter pas mal les médias en ce moment. Et donc, je voulais vous donner ma position là-dessus, parce qu'elle est importante. Et elle est importante, il est important qu'on le sache, parce que vous êtes en face de moi. Pas que je sois, moi, quelqu'un d'important, mais le fait de savoir d'où je parle et comment je me comporte vis-à-vis du public est important. Et après ça, j'en viendrai au fond de l'affaire. D'abord, nous avons une définition ancienne de ce que c'est que quelqu'un qui est un expert. Un expert, ce n'est pas quelqu'un qui a une expertise, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle, qui en a vu beaucoup dans son domaine d'activité et qui, par conséquent, sait relier les phénomènes du présent à leur socle historique, à la profondeur historique, et donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Deuxièmement, l'expert est quelqu'un qui parle sans intention ultérieure, sans intention ultérieure. Quand on me demande quelque chose, je ne le dis pas en fonction de l'effet que ça va produire, ni de la satisfaction des gens qui se trouvent en face de moi. À vrai dire, au moins la moitié du temps, quand je suis en contact avec des gens dans la classe politique, ce qui m'arrive fréquemment et avec beaucoup de monde, je les fâche parce que je ne leur dis pas des trucs qui leur plaisent, parce que je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Et donc, j'essaye de dire du mieux que je peux les choses dont je pense, pour avoir beaucoup travaillé, qu'elles sont le plus justes et le plus vraies possible. Donc, c'est ça. Ensuite de quoi, je pense que quand on est un expert, on n'a pas à tirer les sonnettes. Jamais de ma vie, je n'ai appelé un journaliste, un seul, jamais. J'ai été sans doute le premier en France à faire de la criminologie un peu de terrain dans les années 80,
Et donc, il a fallu qu'à ce moment-là, à l'Institut de criminologie où je me trouvais, il fallait trouver une position de savoir comment on allait se conduire, comme les hasards de l'existence avaient fait que beaucoup de mes copains de jeunesse étaient entrés dans la carrière médicale. J'ai trouvé ça très bien. Le médecin ne court pas après les gens dans la rue en disant « Oh là là, vous avez vu la mine que vous avez, tenez, voilà ma carte et je vais vous soigner ». Le médecin, il attend chez lui, il a son téléphone et les gens prennent rendez-vous et ils viennent le voir. C'est à cette pratique-là que je me suis, non pas astreint, parce que ça évite quand même d'être tiré par la manche toutes les 5 minutes sur tout et n'importe quoi, de devenir peut-être... Certains de vous se souviennent-ils d'un comique du passé qui s'appelait Pierre Dac? La carte de visite de Pierre Dac, dessous il y avait marqué « spécialiste en tout genre ». Donc c'est pour éviter de devenir un spécialiste en tout genre que je reste tranquillement chez moi et puis j'attends qu'on m'invite. Donc merci de l'invitation et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Et enfin, la moitié du temps je dis non parce que ça ne correspond pas à ce qui m'intéresse ou à ce qui me plaît. Exemple, jamais de ma vie je n'ai accepté de participer à un talk show sur l'islam. Je dis je n'ai pas, je ne suis pas islamologue. Par ma seule présence, je criminalise une religion qui compte plus d'1 milliard de fidèles alors qu'il n'y en a même pas 10% qui sont problématiques à mon regard, à moi, qui est criminologue. Je ne suis pas le pape ni quelqu'un qui a à prendre position sur le problème religieux. Donc voilà des choses que je refuse. Et pour le reste, eh bien, je suis dans mon petit coin et j'attends qu'on m'invite et j'attends qu'on me parle. Et quand on me fait le plaisir de m'inviter, j'essaye d'être le plus près possible de ce que je considère comme la vérité. Alors aujourd'hui, pour aller sur maintenant le fond, quel est le problème qu'on vit? Je vous fais un très bref rappel. Au cours de l'année 2015, vous avez eu le plus de morts, d'assassinats, de victimes d'homicides dans les rues de la capitale et de sa proche banlieue depuis la libération de la France en 1945. Et ça, c'est un phénomène inouï. Et pourquoi ça s'est produit? Comment ça s'est produit? Quelle est l'origine de la chose? Qui sont ceux qui nous attaquent? Qui est aujourd'hui celui qui a porté la guerre chez nous, c'est-à-dire l'ennemi au sens le plus classique de la première leçon, premier jour, première heure de sciences politiques, hein. L'ennemi, c'est celui qui vous attaque. Et donc, comment le désigner, comment le qualifier? Cela a-t-il été le fait à l'heure actuelle? Et qu'a-t-on fait pour riposter? Tels sont les 2 ou 3 grands points que je voulais développer devant vous. Il me semble que les choses ont été aussi mal, 150 morts au total, parce que quelque part dans l'appareil d'État, d'abord, quelque chose a été loupé. À savoir que dans un monde où tout va de plus en plus vite, où la définition qui m'a été donnée par monsieur qui est un immense savant des sciences dures, l'homme qui pendant des années était en charge du principal enseignement en France sur les grandes architectures informatiques. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la Poste, une banque, un ministère, ça n'est plus qu'une architecture informatique, et que ces architectures-là soient robustes, etc., a naturellement une grande importance. Et il m'avait dit, le monde dans lequel on vit, toujours plus, et il m'avait foudroyé parce que je mettais une demi-heure de périphrase pour dire 2 choses que lui, d'une manière absolument limpide, m'a résumé en 3 mots. Il m'a dit, le monde qui s'amorce aujourd'hui, c'est monochromie et flux tendu. Que la standardisation par l'informatique amène les choses à être pensées dans un cadre toujours plus semblable, et que quand les choses sont dites de manière toujours plus semblable, bien entendu, vous avez une grande difficulté à vous différencier des autres. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, de manière un peu taquine, en lisant le journal, je me dis que j'ai un peu l'impression d'avoir affaire parfois à un banc de sardines, où tout le monde prend les virages au même moment de la même façon. Eh bien, la monochromie instaure et impose, et à la fin débouche fatalement sur le flux tendu, à savoir que quand on dit toujours plus les choses de la même façon,
le seul choix qu'on a, la seule singularité qu'on ait, c'est de les dire toujours plus vite. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur mon ordinateur, je reçois des messages me disant si vous voulez recevoir le journal du lendemain la veille, au lieu de le recevoir demain matin à 8h, pour vous l'envoyer à 10h du soir la veille. C'est ça le flux tendu, où comme on va dire la même chose que l'autre, la seule solution qu'on ait, c'est de le dire toujours plus vite. Tout ça, naturellement, ne favorise pas la singularité dans la pensée et amène les gens à penser toujours un peu plus de la même façon les uns que les autres. Donc, il est important, quand on a le luxe immense qui est le nôtre, d'avoir un peu de temps, de ne pas être comme ça dans la cavalcade toujours la plus effrénée, il faut faire le pas en arrière et regarder un petit peu ce qui se passe. Tout à l'heure, en vous parlant de ce que doit être un expert, j'ai oublié de vous dire une chose, mais tous ceux qui me connaissent le savent, à savoir que je me suis mis une bonne fois pour toutes à l'abri de toute cavalcade médiatique en n'ayant pas de téléphone portable. Donc, à part 3 papous nonagénaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée et, paraît-il, un intellectuel français bien connu, en dehors de moi, nous sommes à peu près seuls dans ce cas. Et je vous garantis que quand vous avez sur le dos les journalistes de télévision, ça fait un bien fou et ça fait des vacances. Parce qu'il leur faut les trucs, naturellement, dans les 3 minutes. Et le fait qu'il y ait maintenant des télévisions d'information continue 24 heures sur 24, ça ne fait pas beaucoup plus de bien dans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ambiance où tout le monde regarde au même moment, de la même façon, la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a été loupé? Et quels sont les signaux faibles? Quels sont ce qu'on appelle les ruptures d'ambiance? Les ruptures d'ambiance, c'est important. C'est le fait de ne pas percuter le fait que quelque chose devrait être là et n'y est pas, et quelque chose était là hier et n'y est plus. De manière à ne pas dire des choses trop abstraites, tout de suite devant vous, je vais prendre un exemple de ce que c'est qu'une rupture d'ambiance. Vous avez un bistrot à Molenbeek fréquenté par une joyeuse bande de copains qui tirent sur des pétards et qui boivent de la bière à longueur de journée ou de la vodka. Brutalement sur la télévision qui tourne dans ce bistrot en permanence branché, vous avez du rap, hein, MTV ou des choses comme ça. À un moment donné, vous avez les vidéos de l'État islamique. Vous avez la cousine qui se pointait de temps en temps pour rendre visite, qui était, semble-t-il, une jeune fille un peu délurée, et brutalement elle est en niqab. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est comme ça maintenant? Pourquoi c'était pas comme ça hier? Voilà un certain nombre de signes, des gens qui étaient sous plus souvent qu'à leur tour, qui la semaine d'après disent « Ah non, je bois plus », etc. Qu'est-ce que ça signifie? Et voilà ce que c'est qu'une rupture d'ambiance, quand quelque chose brutalement change et qu'on n'arrive pas bien à en connaître la raison. Voilà. Si ce n'est pas consécutif à une crise, j'allais utiliser un mauvais mot parce que crise de foi peut avoir un double sens, n'est-ce pas? Mais quand ce n'est pas, comment dire, consécutif à une cuite, ou que c'est beaucoup plus durable et que ça induit un grand changement dans les comportements, les signaux faibles, les ruptures d'ambiance, semble-t-il, n'ont pas été perçus. Quelle est, à partir de la décennie qui vient, pour faire un bref retour en arrière, la situation du terrorisme en Europe? Là encore, d'où je parle, il y a à Europol un groupe d'experts académiques, des gens qui aident les policiers et les dirigeants d'Europol à concevoir des plans pour l'avenir. Et donc nous sommes 5 ou 6 là-dedans, il y a un Allemand, un Anglais, moi, et puis donc on a accès à tous les chiffres, c'est-à-dire que les chiffres que je vais vous donner maintenant sont ceux de Europol, qui est le seul organisme européen à compiler toutes les données sur le terrorisme. Alors, intelligemment, Europol compile 2 choses dans la même base de données. D'une part, les attentats qui ont réussi, c'est-à-dire quand la bombe a explosé, mais aussi les attentats qui ont été entrepris. On a retrouvé la bombe intacte le long d'un mur parce que, pour une raison X ou Y, le détonateur n'a pas fonctionné. Donc, les attentats
entrepris et les attentats commis dans l'Union européenne s'effondrent entre 2007 et 2010. En 2006-2007, il y en a encore entrepris et réussi dans l'Union européenne de 600 à 700 par an. Brutalement, à partir de l'année 2009, ça dévisse complètement pour atteindre le chiffre très bas. Il s'agit d'un territoire où vivent 500 millions d'habitants. Atteindre le chiffre très bas, entrepris et réussi, d'une centaine par an, et se maintenir depuis à ce niveau extrêmement bas, c'est-à-dire que maintenant dans l'Union européenne, si vous voulez là aussi une comparaison concrète, chaque année, hormis les attentats de 2015 en France bien sûr, mais pour tout le reste de l'Europe, il y a plus de gens qui meurent d'avoir été encornés par un cervidé ou pour avoir mangé une cacahuète dans un cocktail et s'est étouffé avec la cacahuète et en être mort, que qui meurent du fait du terrorisme. D'autant plus que l'Europe, c'est, selon les années, depuis une décennie, entre 25 et maintenant 28 pays, et que la centaine d'attentats dont je vous parle, entrepris ou réussis depuis 2009, advient à 95% sur deux territoires minuscules de l'Union européenne qui sont la Corse et l'Irlande du Nord. Le reste de l'Europe, bien souvent, tout le reste, tous les 500 millions d'habitants, moins les 2 millions au total ou quelque chose comme ça d'habitants de l'Ulster et plus de la Corse, c'est moins de 10 attentats pour toute l'Union européenne. Il y a maintenant 24 des 28 pays de l'Union européenne qui sont hors attentats depuis 5 ans et plus. Vous savez qu'en matière d'Organisation mondiale de la santé, quand une maladie est éradiquée depuis 5 ans et plus, on dit qu'elle a disparu. Donc 24 des 28 pays de l'Union européenne sont hors attentats. Et les pays où il y a des attentats, la Grande-Bretagne à cause de l'Irlande du Nord, la France à cause de la Corse, ce sont maintenant des attentats crapuleux pour la plupart. Ce sont des gens qui n'ont plus d'idéaux politiques et qui se sont mis à leur compte et qui posent des bombes pour faire du racket. Le but ultime de l'affaire n'étant pas l'indépendance de la Corse ou le rattachement de l'Ulster à la République d'Irlande, mais le fait de posséder une villa hideuse avec des robinets en or massif, c'est-à-dire qu'on peut parler là d'enrichissement personnel. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et cette chute, elle est constante, elle est durable, et elle dure maintenant depuis 5 ans et plus. Là-dedans, il y a un premier signe en 2012. C'est celui, au printemps 2012, de Mohamed Merah. Quelque chose se produit qui n'est pas de l'ordre du terrorisme d'avant. Le terrorisme d'avant, y compris les attentats d'organisations comme Al-Qaïda, Bin Laden, etc., sont en stade de prédisparition. Et voilà brutalement que des individus curieux, dont on n'avait pas idée auparavant, qui tous, jusqu'à présent, qui ont fait couler le sang depuis 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont des voyous, c'est-à-dire des gens qui ont un passé, parmi les reproches souvent à la presse que je fais, il y a d'abuser de l'édulcorant, vous savez, des trucs qu'on met à la place du sucre dans les cafés, il y a un édulcorant qui consiste à dire délinquant à la place de criminel. Mohamed Merah n'est pas aimablement, comme on le dit, un délinquant, c'est un criminel, quelqu'un qui, vous vous rendez compte, sous Madame Dati et ses successeuses, successrices, je ne sais plus bien comment on dit, il faut en faire des tonnes pour avoir 20 inscriptions à son casier judiciaire, dont la moitié pour vol à main armée quand même. Vol à main armée, article 311 du Code pénal, la cour d'assises. Hein, donc, en théorie, sauf naturellement là aussi à trouver des édulcorants judiciaires, c'est ça la réalité. Pour la plupart, ces individus sont des criminels. J'ai vu avec stupéfaction que les frères Abdeslam avaient tout fait, y compris le fait de détrousser des cadavres.
ce sont de modernes Thénardier, vous savez comment Thénardier accumule sa fortune dans Les Misérables, en volant à Waterloo, sur le champ de bataille, en piquant les montres et les bagues des défunts. Eh bien, il y en avait un qui était infirmier, brancardier, ambulancier, je ne sais pas trop quoi, et qui piquait les bijoux des vieilles dames en les amenant à la morgue. Voilà, donc ce sont des gens qui sont des filous, des voyous, et la rapidité avec laquelle ces gens-là basculent dans la violence la plus extrême ne fait qu'augmenter. J'ai eu à beaucoup travailler sur le cas de Mohamed Merah, j'ai lu beaucoup de textes et beaucoup d'échanges entre lui et puis les policiers et d'autres documents officiels. On se rend bien compte que pendant plus d'un an, pratiquement un an et demi, il est dans une espèce d'oscillation entre le bistrot, la mosquée, tirer sur un joint, vouloir... voilà, à un moment donné, il veut même s'engager dans la Légion étrangère. La Légion étrangère ne me paraît pas être un endroit optimal pour, comment dire, vivre sa foi salafiste, j'ai pas l'impression. Mais il est dans cette situation-là, et puis à un moment donné, il bascule. Et le basculement se fait dans des conditions telles, je dois vous le rappeler parce que c'est important pour la partie que faire, se passe dans des conditions telles qu'il n'y a absolument aucun recul. Je vous rappelle les faits, il a déjà abattu 3 soldats français, il cherche à en attirer un 4e dans un piège qui consiste à dire j'ai une moto, une Lambretta ou je ne sais pas trop quoi, un scooter à vendre, et puis je fais des prix sympas pour les militaires parce que j'aime bien l'armée, donc il est pratiquement sûr d'avoir un militaire en face de lui, et puis là, il le tue en se filmant avec la caméra. Donc ce matin-là, il est avec la caméra sur le ventre, il est armé avec l'arme chargée dans sa poche, et le militaire, le 4e, ne vient pas au rendez-vous. Alors, il ne faut pas qu'il reste là, parce que la ville grouille déjà, il y a déjà eu, entre Montauban et Toulouse, 3 assassinats. Donc il faut qu'il s'en aille, il lève les yeux, dit-il lui-même dans un échange qu'il aura ultérieurement avec des policiers qui l'incitent à se rendre, et il s'aperçoit que sur la porte, à côté du feu, là, qu'il est en train de regarder pour voir s'il est rouge ou vert, il y a des caractères hébraïques, il regarde de plus près, c'est une école, il baisse le regard, il s'aperçoit qu'il y a des parents qui amènent leurs enfants à l'école, et là il ouvre le feu. 1 minute avant de tirer sur ses enfants, il ne savait pas lui-même qu'il allait le faire. Le renseignement dans ces conditions-là, c'est quelque chose d'extrêmement ardu. Comme vous le comprenez, il faut être longtemps en amont parce que une fois que la bombe humaine est déclenchée, une fois que le processus homicide est lancé, ça va tellement vite, ça se passe de manière tellement impromptue que vous ne pouvez plus faire grand-chose. Deuxième cas analogue, celui du frère Abdeslam qui va se faire exploser dans le 11e arrondissement. Il se trouve qu'il est marié et que très vite, un journaliste belge néerlandophone apprend qu'il s'est tué et est le premier à sonner à la porte de sa femme le lendemain matin. Nous sommes le 14 novembre au matin. Et là, il lui dit « Votre mari vient de se faire sauter hier soir pour l'islam, se faire exploser pour l'islam hier soir, et vous avez une dame d'origine marocaine comme son mari absolument sidéré qui tombe de l'armoire et qui dit, mais c'est sur la vidéo, mon mari pour l'islam, attendez, vous êtes fou, il boit une bouteille de vodka tous les soirs, le reste du temps il est défoncé, et quand il lui reste 5 minutes, il vole à droite et à gauche pour s'offrir la vodka et les joints. Vous vous trompez d'adresse, monsieur, c'est pas possible que ça soit là. Et bon, Abdeslam numéro 2 n'était pas forcément un mari extrêmement présent, mais la scène qu'elle décrit datait d'à peine 10 jours. C'est-à-dire que 10 jours avant de mourir en sacrifiant sa vie comme il l'a fait, cet homme était encore un fêtard qui avait autant de rapports avec l'islam que moi avec la reine d'Angleterre. Il était complètement à 100 lieues, il était dans les boîtes de nuit, etc. Donc on voit que ce basculement tend à s'accélérer et qu'à vrai dire, le seul problème de tous les services de police et de renseignement aujourd'hui, c'est de se dire, et il ferait bien de se le dire en France plus qu'ils ne le se disent à l'heure actuelle, nous avons
X milliers de gens qui sont en voie de radicalisation ou qui sont radicalisés. Ce total est naturellement un grand n'importe quoi, parce que dans les quelques milliers de personnes radicalisées, vous avez tous ceux à qui un beau jour il est passé dans la tête qu'on traitait mal les musulmans et qu'il fallait les venger, et qui sont rentrés après ça chez eux se coucher et qui le lendemain pensaient tout à fait à autre chose. Manque de bol, ce jour-là, ils étaient à côté de quelqu'un qui les a balancés ou ils parlaient au téléphone et tout. Donc ça peut être une petite crise. Et en gros, ce qu'il y a sur la liste d'individus radicalisés, le fameux fichier S, ressemble assez tragiquement à ce qui se passe et ce qu'on a analysé, là, du coup, plus précisément, quand on regarde des films pornographiques, à savoir qu'il y a au moins autant de gens que ça défoule que d'autres que ça excite, vous comprenez, et qu'on a même vu par une analyse, mais alors brillante et intelligente, j'ai rarement vu un truc aussi malin que ça, 70% du fonctionnement de l'Internet au débit sert à des films porno. Aux États-Unis, sans doute chez nous est-ce différent parce qu'on n'est pas comme ça. Mais aux États-Unis, en tout cas, c'est le cas. Donc 70% sert à des films porno. Et donc il y a des sociologues, enfin des sociologues un peu futés, qui se sont dit, ben voilà, on va regarder quand le câble arrive dans une ville et la vidéo on demand et puis l'Internet au débit, et on va voir si dans cette ville-là, l'année suivante, le nombre de viols et d'agressions sexuelles augmente ou diminue. Comme ça, on va savoir. Eh bien, c'est une franche diminution. Ça diminue 20 à 30%. Donc, il y a plus de gens que ça défoule, comme ça leur fait plaisir, si vous voulez, que de gens qui, après ça, la bave aux lèvres, se précipitent dans la rue. Bon. On a sans doute un phénomène analogue. J'aimerais qu'au lieu de planter des arbres et de faire chanter Johnny Hallyday, on s'intéresse plus à ces phénomènes-là. Que se passe-t-il pour les gens qui sont accros aux vidéos d'égorgement de l'État islamique? Je ne sache pas qu'une telle analyse, au moment où je vous parle, ait été faite en France. Elle a quand même de l'importance, mais non, on a préféré autre chose. Donc, savoir si les gens regardant, parce qu'il y a un phénomène d'addiction, il y a des gens maintenant qui regardent les vidéos de l'État islamique où on égorge les gens en face caméra, s'il y en a plus que ça excite au point de devenir une des bombes humaines comme Mera, ou qui après ça éprouvent une espèce d'orgasme mental et vont se coucher, et puis le lendemain, ils retournent, enfin pas à l'usine rarement, mais enfin ils mènent leur petite vie voilà, comme ils le peuvent. Donc ça fait partie des choses importantes. Il y a plusieurs milliers, sans doute, de gens qui sont dans un état où ils pensent qu'il faut prendre les choses en main, qu'on ne peut pas laisser les musulmans, l'Oumma, la communauté des croyants, être maltraités comme elle l'est à l'heure actuelle. Ce sont leurs idées. Si tant est qu'ils exprimaient ces idées de façon calme et pacifique, en collant des affiches ou en distribuant des tracts, très bien, le criminologue, lui, s'occupe que des gens qui commettent des crimes. Le reste, c'est sans doute un problème politique, c'est un problème de société, c'est pas un problème pour nous. Donc, on a affaire à des individus qui se radicalisent. Les individus en question, là-dedans, vous avez une quotité donnée vraisemblablement faible de ce que j'ai appelé des bombes humaines, c'est-à-dire des gens qui peuvent basculer d'une minute à l'autre et prendre une arme ou même un couteau de cuisine ou n'importe quoi et aller dans la rue tuer des gens, ou alors un phénomène qu'on appelle en psychiatrie un délire à plusieurs. Vous savez, c'est quand des gens suffisamment proches les uns des autres finissent par voir des choses qui sans doute n'existent pas, des apparitions de la Sainte Vierge, des choses comme ça, délire à plusieurs, et donc forcément, fréquemment, ça se produit dans des fratries où les gens sont les uns sur les autres, vivent ensemble et n'ont pas besoin des moyens modernes de communication pour échanger. Quand des gens se parlent directement dans une pièce, les interceptions téléphoniques ne servent pas à grand-chose. Voilà. Donc, il y a eu un phénomène qui a été loupé. L'existence désormais sur le territoire européen, car ce n'est pas qu'en France, vous avez vu en Copenhague il y a 2 ans, il s'est produit un phénomène à la Mera radicalement semblable, et des phénomènes comme ça, comment les détecter à temps? Et ces phénomènes, la détection
Attends, tout est dans le attends. Attends, ça veut dire avant qu'il y ait 150 Maccabées dans les rues, voilà, quoi. Attends. Donc aujourd'hui, il faut agir vite, il faut agir à temps, et on n'a pas l'impression que ceux qui nous dirigent aient compris ça, puisque, c'est la deuxième question que je pose, que se passe-t-il en matière effective d'antiterrorisme? On ne parle pas des commémorations, on ne parle pas des effusions, on ne parle pas des plantages d'arbres ou des concerts place de la République, on parle de l'antiterrorisme effectif. Depuis le 15 janvier, mi-janvier 2015, rien n'est arrivé. Si, aux environs de l'affaire de Charlie Hebdo, à la coordination antiterroriste du ministère de l'Intérieur, où on met autour de la table tous ceux qui, de près ou de loin, ont à voir avec la lutte antiterroriste, il y avait à l'époque, je peux le souvenir, mais 19 ou 20 organismes différents qui se marchaient sur les pieds. Aujourd'hui, il y en a 22. Un système comme ça prend l'eau par tous les bouts, ne demande qu'à fuir. On est par essence dans... Ce n'est pas un sujet de plaisanterie, mais vous savez, le vieux proverbe américain qui exprime le pragmatisme yankee du nord-est des États-Unis. Qu'est-ce qu'un chameau? C'est un cheval dessiné par un comité. Et bien voilà, on est dans le comité là, hein. Donc 22 services différents, entités diverses. Bientôt, il y aura le bureau des longitudes et des gardes champêtres. Et imaginez que tous les pays de l'Union européenne aient un système aussi complexe. Si on veut les mettre tous ensemble pour faire une coordination au niveau européen, il faut la mutualité. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, pas plus qu'en 2012, la France n'a de service antiterroriste. Elle a un service de renseignement intérieur dont la spécialité séculaire est le contre-espionnage, tâche qu'il accomplit fort bien, et qui jamais ne s'est senti bien dans l'antiterrorisme et qui continue toujours à patauger longtemps après. L'avantage de l'âge, dans mon cas, c'est qu'on a la longue mémoire. Et je me souviens, dans les années 80, avoir parlé avec des gens qui, à l'époque, étaient les fondateurs des premiers balbutiements de l'antiterrorisme, dont le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, qui me disait que quand il avait convoqué le préfet qui dirigeait la direction de la surveillance du territoire, juste après les premiers attentats palestiniens de fin 68, début 69, Marcellin, c'était une âme simple, c'était un avocat de Vannes, il lisait Ouest France, hein, quoi, il lisait pas les journaux savants et tout. Et une fois, il convoque le patron qui dirigeait la DST et puis il lui dit mon vieux, moi il y a un truc qui m'inquiète, là cette histoire de terrorisme, ça marche trop bien, vous avez vu, il y a deux couillons avec un pistolet, ils détournent un avion et tous les journaux du monde entier le lendemain, ça me ferait plaisir que vous fassiez une espèce de petite cellule antiterroriste chez vous, parce que pour avoir ça, ça m'inquiète. Le préfet entre à la DST, il dit à son entourage, j'ai affaire à un fou, cet homme-là veut nous détourner de notre mission c'est l'espionnage soviétique, et donc si ça se trouve c'est lui-même un agent soviétique qui veut nous balader pour qu'on perde de vue Marcellin, agent soviétique, enfin bon. Donc non, on ne va pas le faire. Deuxième injonction de Marcellin, monsieur, ma cellule, ah ben oui, mais vous comprenez, en ce moment, bon, réponse de haut fonctionnaire. À la fin, grosse colère de Marcellin, parce que Breton, je fais un stéréotype. Donc têtu, il parle au préfet le langage qu'il faut parler à un préfet, c'est-à-dire mutation immédiate aux îles Kerguelen sans augmentation de solde, et donc il a sa cellule antiterroriste. Et aujourd'hui, l'héritage de la DST, il brûle un cierge à Marcellin tous les ans parce qu'il n'y a plus d'Union soviétique, mais il y a toujours des terroristes, quoi. Donc l'idée, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que clairement une administration, surtout dans le domaine du renseignement, est incapable, il lui est impossible de se réformer elle-même. Elle ne le peut pas. Je peux vous dire,
Je voyage, hein, j'ai des amis aux États-Unis, que le 10 septembre 2001, la CIA était vachement contente du travail qu'ils faisaient sur Bin Laden, ils étaient enchantés. Pourquoi? Ben, c'est des gens sincères, c'est des gens honnêtes, c'est des gens travailleurs, ils font du mieux qu'ils peuvent, donc tout va bien. Eh ben non, tout va pas bien, la preuve, boum, le lendemain, 11 septembre. Et pris par surprise pour un truc qui avait laissé des traces, mais alors absolument gigantesques et partout. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut réformer le système, il faut le casser, il faut prendre les meilleurs éléments dans les 22 boutiques en question, en faire, j'aime pas parler franglais, mais là, il n'y a pas d'équivalent, une task force, c'est-à-dire un truc pour 2-3 ans, en leur disant, messieurs, c'est simple, voilà, il y a 7-8 000 radicalisés, là-dedans, il y en a qui sont ce qu'on appelle des faux positifs, vous me trouvez les vrais, et là-dedans, vous me repérez les bombes humaines. Voilà. C'est pas impossible, on peut le faire. Il y a, en croisant diverses données, divers paramètres, on peut passer de 5000 à 500 et à 50, et après ça, on n'a plus les jérémiades, ah mon Dieu, ils sont 5000, on ne peut pas tous les filer, qu'on entend à l'heure actuelle. Et ça, c'est un propos d'incompétent, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de service antiterroriste en France? Je me tue à le dire partout, parce qu'à vrai dire, il n'y en a pas. Il y a un service de contre-espionnage qui fait fonction d'eux, dirigé par des gens qui ont loupé Mohamed Merah, loupé le Bilal de jouer les tours, loupé les Kouachi, loupé Koulibaly numéro 1, loupé Koulibaly numéro 1, et en fin de compte, loupé des gens qui se baladaient en France et en Belgique. Et dans le cas d'Abaoud, c'était il court, le furet. Il a été partout en Europe. On l'a repéré en Yougoslavie, dans les différents pays, en Hongrie, il a été jusqu'à Birmingham. L'Angleterre, il y a des frontières, hein, quoi. Il y a des passeports et on ne rentre pas comme ça, les mains dans les poches, comme dans le reste de l'Union européenne. Eh bien, il était en vrai, et personne n'a rien vu avant les 150 Maccabées. Je demande pourquoi. Troisième élément, et c'est le dernier, mais ce n'est pas le moins important, quand on regarde de près, quand on va au-delà de, je vais aggraver mon cas pour les médias, je vais citer Heidegger, de la sphère des évidences courantes. C'est-à-dire ce qu'on a dans la tête, qu'on imagine, les Anglais ont des grands pieds, les Espagnols aiment la corrida, bref, la sphère des évidences courantes. On pense savoir des choses sur l'État islamique. Quand on cherche de près, quand on gratte, on s'aperçoit d'une chose extraordinaire. Prenons quelque chose qui peut se comparer avec l'État islamique. Le Hezbollah, après tout, bon, pas exactement pareil, mais c'est comparable. Le Hezbollah, vous pouvez le définir en 5 lignes. C'est enfantin. C'est une milice à fort tropisme terroriste apparue dans la communauté chiite du Liban, entraînée et sans doute manipulée par les gardiens de la révolution iranienne. Voilà, 3 lignes, ça tient. Quand vous abordez le problème de l'État islamique, rien ne va de soi. L'État islamique ne va pas de soi. Premier fait qui est écrasant. Et dans ces domaines-là, je m'entretiens tout à fait au sommet de l'État avec les gens les plus concernés par ça, et je vous garantis que mes sources ne pourraient pas être meilleures. D'abord, la France dispose d'un matériel de dispositifs électroniques qui lui permettent de faire un travail sans équivalent en matière d'interception au Moyen-Orient. Il arrive même que les Américains nous demandent. Cette plateforme, elle est incroyablement sophistiquée, elle a coûté un pognon monstrueux, elle marche très bien. Et donc, quand on observe avec ces espèces d'aspirateurs à information suffisamment longtemps un organisme, on arrive à savoir beaucoup de choses sur lui, par les métadonnées, par le contenu, par ceci, par cela. Et donc, à la fin, on arrive à savoir un certain nombre de choses sur ce que c'est que l'état-major de l'État islamique. Quels sont ceux d'où partent les ordres, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui redescend, qu'est-ce qui est transversal, qu'est-ce qui commande, qu'est-ce qui obéit. Alors à la fin, vous arrivez sur une 50aine de personnages. Mais les personnages en question, ce n'est pas des poussins de l'année, ce sont des hommes. Oui, la parité n'est pas terrible à l'État islamique. Hein. Donc c'est des hommes qui ont 50 ans, parfois plus, 40 pour les plus jeunes, et ils ont des dossiers. L'armée de Saddam Hussein était totalement parano, donc ils avaient chacun un dossier comme ça.
eh ben, les gens qui savent intercepter ça, ils ont aussi accès au dossier et ils regardent. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Vous avez quelque chose qui s'appelle l'État islamique, les 50 qui commandent vraiment, pas les pantins à la Abou Bakr machin, al-Baghdadi, les vrais, ceux qui commandent vraiment, 50, pas un islamiste parmi eux, pas un islamiste. Je serais en train de vous apprendre que on prend le Vatican et les 50 du haut du Vatican, si je vous apprenais qu'ils étaient tous calvinistes, vous auriez un choc quand même. Hein. Ben voilà. C'est un choc équivalent. Pas un islamiste à la direction de l'État islamique. Ce sont des gens qui auparavant, vous avez des photos dans les dossiers où ils sont avec maman qui a les cheveux pas couverts. Les types, ils étaient connus pour boire un coup le soir aux messes. Il y a des gens, leurs collègues qui sont encore là, qui ont pu être interrogés. L'État islamique n'a pas d'islamiste à sa tête. D'islamiste au sens où Bin Laden est un islamiste, ou Gulbuddin Hekmatyar est un islamiste, des gens qui sont connus pour leurs opinions, qui ont écrit des textes à connotation religieuse, qui ont combattu en Afghanistan ou en Somalie ou sur les fronts du djihad, zéro à la tête de l'État islamique. Deuxièmement, deuxième bizarrerie incroyable, tout cela est vérifiable par tout le monde, bien entendu, quand on veut se donner la peine de gratter. L'instance suprême de l'islam sunnite, le Vatican collectif, c'est le centre religieux et la mosquée qui s'appelle Al-Azhar au Caire. Al-Azhar a une caractéristique depuis sa fondation, voilà bien des siècles, c'est d'être d'une extrême prudence. Exemple de prudence lointaine de Al-Azhar, Napoléon occupe l'Égypte, alors les fidèles disent qu'est-ce qu'on fait? Al-Azhar, oh là là, du calme, c'est peut-être pas lui qu'on aurait choisi, mais enfin il est là, vous voyez, il vaut mieux obéir, puis on verra après, etc. Donc toujours on temporise, on regarde ailleurs et on évite de se mettre les gens à dos. Jamais Al-Azhar n'a condamné aucun acte de terrorisme islamiste. Jamais Al-Azhar. J'ai fait faire des recherches par une jeune femme que je connais qui travaille à Al-Azhar, qui est voilée, etc. Je lui ai dit, jette un œil. Elle n'a pas trouvé la trace d'une seule fatwa où le nom de Bin Laden ou le nom d'Al-Qaïda était prononcé. Jamais, pas une fois. Brutalement, en février 2015, alors bon, si, un savant, un docteur de la foi soufi pakistanais qui s'appelle le docteur Tahir Ul-Quadri a écrit vers 2005-2006 une fatwa où il condamne en général le terrorisme. Mais tout le terrorisme, les Héras, les Basques, tout le monde, les Islamistes, non, c'est pas bien. Les musulmans ne doivent pas faire une chose pareille. Et quand on titille Al-Azhar sur le terrorisme, ils disent « Nous avons validé la fatwa du docteur Ul-Quadri, point barre ». C'est pas le cheikh Al-Azhar, le patron le plus ancien dans le grade le plus élevé, qui dit ça, c'est toujours un comité théodule à Al-Azhar, le comité de validation des fatwas ou un truc comme ça, qui dit « Ah non, 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 on est contre, vous savez, on est contre, et d'ailleurs, regardez, on a validé la fatwa. » Brutalement, en février 2015, le cheikh Al-Azhar, le grand chef, publie une fatwa tonitruante où il dit « Les gens de l'État islamique sont des ennemis de Dieu et de son prophète. » Pour quelqu'un qui est un sunnite, c'est la condamnation à mort immédiate. Si quelqu'un dans la pièce de l'État islamique est là, il ne sort pas vivant de la pièce, vous voyez. C'est l'apostasie, l'ennemi de Dieu, c'est sans rémission. Toutes les écoles coraniques sunnites condamnent l'apostasie à mort sur le champ. Ce sont des ennemis de Dieu et de son prophète, et ceux de ses membres qu'on attrape doivent être décapités et crucifiés. Jamais, depuis Napoléon Bonaparte occupant l'Égypte, Al-Azhar a prononcé une condamnation pareille. Pourquoi? À quoi ça rime? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Troisième point. Il y a déjà eu dans l'histoire longue maintenant de l'État islamique, il y a déjà eu un chef qui s'appelait Abou quelque chose al-Baghdadi. Le nôtre maintenant, là, celui qu'on voit de temps en temps, il s'appelle Abou Bakr al-Baghdadi. Le précédent s'appelait Abou Omar al-Baghdadi. C'est peut-être pas inutile de vous expliquer pourquoi Abou ceci, Abou cela. Dans la civilité du monde musulman, on ne peut pas s'adresser à une femme
en lui demandant directement si son mari, son fils, etc., parce que ce serait s'adresser à elle directement. Donc quand vous êtes au téléphone et que vous tombez sur une dame, vous ne pouvez pas lui dire « Votre mari est-il à la maison ?» Vous dites « Le père de machin », c'est-à-dire s'il a un fils ou une fille qui s'appelle Fatima, elle dit « Puis-je parler à Abou Fatima ?» Donc vous ne vous adressez pas directement. Donc il y a des paternités réelles, par exemple, dans mon cas, Abou Frédéric, mon enfant aîné s'appelle Frédéric, et d'autres fois des paternités mythiques. Et donc les Abou Bakr et les Abou Omar renvoient aux compagnons du prophète qui étaient les plus proches de lui, et c'est donc une filiation symbolique avec un des grands noms de l'islam. Donc on a eu Abou Omar al-Baghdadi en 2010, il est tué en avril 2010, c'est lui qui succède à Abou Moussab al-Zarqawi, Abou Moussab, encore une paternité symbolique, et donc le fondateur de l'État islamique qui s'est apporté plusieurs noms au fil des années. Ça s'est appelé d'abord le groupe pour l'unification islamique et le djihad, Tawhid, l'unification islamique et le djihad, puis ça s'est appelé Al-Qaïda dans la péninsule arabe, puis dans la péninsule, en Mésopotamie, c'est-à-dire entre les deux fleuves, donc en Irak, puis ça s'est appelé l'État islamique en Syrie, en Irak et au Levant, donc la Syrie, et maintenant État islamique tout court. Mais l'État islamique, qui porte tous ces noms, après la mort d'Abou Moussab al-Zarqawi, au printemps 2006, vous avez donc un monsieur qui lui succède et qui s'appelle Abou Omar al-Baghdadi, c'est-à-dire le père de Omar, né à Bagdad. Hein? Déjà, c'est un drôle de zèbre pour un chef islamiste. C'est un ancien général de la police de Saddam Hussein. Pas le profil, quoi, mais bon, c'est lui le chef. Et cet homme qui est chef de l'État islamique de 2006 à 2010, quand il meurt, ceux qui surveillent l'État islamique comme le lait sur le feu, puisque cette entité, ce groupe terroriste, appelez ça comme vous voulez, passe son temps à faire sauter des mosquées chiites et à faire sauter des voitures piégées dans les quartiers chiites des villes d'Irak. Donc les chiites, qu'ils soient irakiens ou perses, iraniens, les surveillent comme le lait sur le feu. Que disent-ils quand Abou Omar al-Baghdadi meurt? Ils disent que c'était le chef d'un groupuscule. Un groupuscule. Un groupuscule en Irak, c'est 300 traînes patins avec des calaches. Un groupuscule. Moins de 3 ans après, le groupuscule, et là encore, mes sources ne pourraient pas être meilleures, le groupuscule en question dispose de plus de chars d'assaut que l'armée française, envahit tout le tiers nord-ouest de l'Irak, 150 000 km², et est capable, et cela, les satellites nous le disent, nous le montrent, espionnage électronique et autres, est capable de monter des offensives extrêmement sophistiquées dans lesquelles il y a une coordination entre des chars d'assaut, l'avancée des chars d'assaut et les tirs de l'artillerie lourde. Si vous ne faites pas ça bien, vous tirez sur vos propres chars, ce qui est un peu contre-productif. Et donc, mais ça ne s'apprend pas dans un camp palestinien ou dans un faubourg de Damas ou de Bagdad. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est école militaire de haut niveau. Donc, vous avez tout ça qui est déjà bizarre, et encore un quatrième élément surprenant, qui est que au moment où les États-Unis fuient l'Irak. Je pèse mes mots, je dis fuient parce qu'il y a 2 ans, avec une équipe, on a produit un texte qui montrait, par la fréquence et l'intensité des attentats, que les États-Unis en Irak ont été battus militairement. Ils sont partis à un moment précis quand le nombre d'opérations de guérilla sophistiquées, avec embuscades et groupes à droite et à gauche, dépassait en nombre les simples attentats, bombes le bord des routes, etc. Fin 2010, ça dépasse, hop, 2011, ils s'en vont. Donc après ça, que fait l'État islamique? Et à l'époque, c'était déjà plus Al-Qaïda en Irak, c'était l'État islamique en Irak. Est-ce qu'ils profitent de leur pouvoir pour s'occuper de l'Irak, conquérir l'Irak en 2011? Non. Dans la province de Anbar, qui est la grande province sunnite, là où il y a le plus de monde,
gagner à leur cause, tous les katibas, toutes les unités, toutes les compagnies, les unités militaires de l'État islamique vont en Syrie où la guerre civile commence. Que font-ils en Syrie? Vont-ils lutter contre ce qui est pour les salafistes la pire des apostasies, c'est-à-dire l'hérésie de l'islam connue sous le nom d'Alaouite, qui est celle de du clan et de quelques millions de personnes en Syrie, dans la province de Latakia? Non. Qu'est-ce qu'il fait l'État islamique quand il arrive en Syrie? Il commence par détruire l'armée des officiers libres, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'opposition à Bachar el-Assad, et après ça, à pulvériser Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire l'équivalent, la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Ce sont des faits avérés. J'ai le nom de tous les chefs de Jabhat al-Nusra qui ont été assassinés. De l'aveu même de Jabhat al-Nusra, ils ont publié des listes en disant « Regardez ces salauds-là qui nous ont tués ». Donc les grands chefs, tous les uns après les autres, ils sont passés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des islamistes qui exterminent d'autres islamistes. Voilà, donc il y a une grande difficulté. Je dis qu'à l'heure actuelle, cette entité qui est très bizarre, où rien ne va de soi, je vous ai donné des exemples, mais j'en ai plein d'autres, on peut aller jusqu'à 11h ce soir, hein, de choses incompréhensibles, anormales. Abou Moussab al-Zarqawi, il est en Afghanistan au moment du 11 septembre, donc le 8 octobre, quand les Américains commencent à occuper l'Afghanistan. Que fait-il? Il dirige un groupe salafiste ultra-virulent, pensant que tous ceux qui ne sont pas des salafistes sont des apostats et méritent la mort, et au premier rang desquels les hérétiques chiites et les alaouites qui considèrent comme des chrétiens déguisés infiltrés dans l'islam pour le détruire. C'est la vision modérée et balancée qu'ils ont du chiisme et des alaouites syriens. Les alaouites syriens sont totalement différents, pour tout simplifier, vous savez, et maintenant les complications, rien à voir avec les alaouites turcs. Hein. Donc c'est quelque chose de différent. Mais bon, pour eux, c'est des hérétiques abominables. Où se réfugie pendant 1 an et demi Abou Moussab al-Zarqawi quand il est en grand danger d'être capturé par les Américains, par les histoires de Tora Bora? Il se réfugie en Iran, on en a la preuve. C'est l'institution Saint-Joseph, l'Iran, ils accueillent tous les malheureux comme ça, qui sonnent à leur porte, surtout quand ils veulent les détruire. Pensez donc, on pratique le pardon des offenses. Ben non, pas vraiment. Ça aussi, c'est pas bien expliqué. Donc il y a des tas de choses qui sont totalement bizarres, totalement louches, totalement suspectes. Et je ne pense pas, et quand je dis je ne pense pas vraiment, ce n'est pas une hypothèse, que ceux qui à l'heure actuelle dirigent la République française aient de ces questionnements une réponse beaucoup plus précise et plus de réponses que moi. Voilà, donc on a affaire à des gens qu'on dit qu'on combat, on ne sait pas bien qui c'est, on ne sait pas bien qui voit le soir quand la porte est fermée, on ne sait pas pour qui ils bossent, tellement, on ne sait pas qui sont leurs contacts. Et ça paraît un peu difficile de faire la guerre dans ces conditions-là. Hein. J'aimerais être sûr, même si on ne me le dit pas, j'ai conscience qu'il y a des secrets d'État, que quelqu'un est capable de dire oui, on sait ce que c'est, ça commence ici, ça se termine là, alors un tel, en réalité, c'est pas lui qui commande ces machins, qu'il y ait des réponses claires à ça. Je ne le pense pas. Donc voilà, si vous saviez, et dans des tas de pays, le nombre de gens qui ont des responsabilités dans la lutte antiterroriste, qui sont mes étudiants, mes anciens étudiants, si vous saviez combien de magistrats, de policiers, d'officiers de renseignement, vous seriez vert. Il y en a un paquet. Beaucoup ont fait l'Institut de criminologie depuis une quinzaine d'années, donc je parle en connaissance de cause. Ce n'est pas uniquement d'avoir lu les journaux ou d'avoir regardé Google, c'est des conversations régulières, constantes, et pas uniquement en France. Vous savez que des pays du Maghreb, l'Algérie, mais aussi le Maroc, ont parmi les meilleurs experts au monde sur les affaires islamistes. Là aussi, j'ai beaucoup d'anciens étudiants, il y en a qui viennent me voir, on parle, où je vais à Alger ou à Rabat pour les voir. Donc, ces interrogations-là, elles sont réelles, elles ne sont pas factices, et je ne pense pas qu'on ait suffisamment de réponses. Avant de répondre à vos questions, un dernier point. On entend des officiels français nous dire, alors voilà, il ne faut pas confondre les torchons avec les serviettes, et nous,
En Syrie et en Irak, on bombarde les méchants et on bombarde les terroristes et on ne bombarde pas les résistants. Là, je tombe des nues. Naturellement, sur le terrain, vous avez un phénomène de grande compagnie, c'est-à-dire d'individus où ils ont 300, 400 calaches et puis ils se vendent au plus offrant. Il n'y a pas 2 mois, pour des raisons que je ne m'explique pas, mais il y a eu un manque de fric, il y a eu un trou dans la trésorerie de l'État islamique, et ils ont décidé que les combattants, ceux qui sont au sud de Mossoul, là, qui combattent pour eux, seraient plus payés $400 par mois, mais $200 par mois. Immédiatement, il y a une katiba entière qui est passée chez Jabhat al-Nusra, parce que comme Jabhat al-Nusra a encore le pognon séoudien, eux, ils continuaient à payer $400 par mois. On les bombarde la veille, c'est des résistants, on les bombarde le lendemain, c'est des terroristes. C'est quoi cette histoire? Comment peut-on faire des certitudes comme si c'était l'engagement dans la résistance ou l'engagement, je ne sais pas, dans la collaboration, mais un truc durable, stable sur des années? Pas du tout. C'est comme les grandes compagnies au Moyen-Âge ou les lance-quenets à la Renaissance et qui payent les arts, quoi. Alors, j'ai bien compris qu'au total, quand on regarde bien ce qui se passe, et y compris l'État islamique, la définition la moins mauvaise qu'on puisse trouver, c'est quand même une armée mercenaire, mais se disant, je ne fais que repousser les choses d'une case, vous comprenez? Je sais très bien ce que c'est qu'un mercenaire. La guerre de Suisse de Louis XVI, ben c'est la France qui les paye. Alors ces mercenaires-là, qui les paye? Voilà. Je n'ai pas totalement de réponse. Des fois, il y a des petits éclairs dans la nuit, comme ça, mais ce n'est pas vraiment de réponse. Il n'y a rien qui permette d'aller, si je suis convoqué devant un tribunal ou devant une commission, je ne pourrais pas dire en mon âme et conscience, je pense peu. Je peux simplement étaler toutes ces bizarreries-là, et j'aimerais que les gens qui gouvernent notre pays aujourd'hui, et l'Union européenne, parce que là-bas, le patouillage semble encore pire. J'ai aussi d'anciens étudiants à Bruxelles, donc ils me parlent. Donc j'aimerais savoir exactement si on est bien suffisamment au point sur toutes ces affaires-là pour prendre des décisions graves et pour nous défendre à l'aube d'un événement comme un championnat d'Europe de football qui va peut-être un peu servir de chiffon rouge sous le nez de certains. Voilà, je voulais vous dire ça pour ouvrir le débat. Il faut des fois s'expliquer un peu en détail, donc pardon de la longueur, mais maintenant, s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Peut-être un petit mot sur les combattants qui viennent de France, qui vont où on ne sait pas, qui reviennent ou pas, ce qui se passe. À un moment donné, la vraie guerre a commencé au nord de la Syrie. Ça a été quand la Russie a commencé à frapper. Je vois aussi des gens des forces spéciales. J'en ai vu un mars qui m'a dit « J'étais trop jeune pour Stalingrad, mais je sais à quoi ressemble Stalingrad. » En gros, si vous voulez, pour dire les choses simplement et par une image un peu frappante, l'armée russe, pendant plus d'1 mois, a transformé le nord de la Syrie en parking. Voilà, j'ai vu des vidéos, la reprise de la station d'énergie électrique de Alep. Vous avez un barrage de feu, c'est moins il y a 100 missions par jour à l'époque de l'aviation russe. Mais c'est pas ça. C'est les batteries immenses, Stalingrad, les champs entiers d'ordre de Staline et l'artillerie lourde qui crachent un océan de feu. À un moment donné, vous avez du côté des rebelles qui sont en face, vous voyez dans la pénombre un char d'assaut des rebelles qui sort d'une cachette et qui essaye de rameuter l'infanterie rebelle pour aller vers là. En moins d'1 minute, vous avez le cercle rouge autour du char d'assaut, une gerbe de flammes qui monte juste au ciel, le char d'assaut détruit, mais en 1 minute. On ne voit pas dans le champ, mais c'est sans doute un hélicoptère de combat. Et vous avez, et après ça, vous voyez le sol entier jonché de cadavres, tués manifestement par le souffle des explosions. C'est un déluge de feu. Alors, depuis, me disent les gens qui sont qualifiés pour ça, le nombre d'annonces de morts
de nos jeunes gens qui sont partis là-bas a explosé. Il y a beaucoup de morts à l'heure actuelle, beaucoup. En plus de ça, j'ai bien compris que Poutine n'était pas un gentil, mais il s'est travaillé. Depuis 3 ans, tout le monde s'effrayait du nombre de Tchétchènes qui allaient combattre avec l'État islamique et Al-Chichani, machin, etc. Du jour où la vraie guerre commence, il se révèle qu'entre le tiers et la moitié des Tchétchènes partis combattre l'État islamique, c'est des Tchétchènes de Kadyrov, infiltrés pour le compte des services russes, d'où les gens sur le terrain, d'où l'extrême précision des tirs, parce qu'ils ont des gens pour guider les bombes, d'où les commandos sur place qui, des fois, doivent faire un peu taire les gens qui continuent à avoir des batteries antiaériennes ou autres un peu efficaces. Donc, depuis le début de l'année 2016, le nombre de jeunes gens partis combattre là-bas, dont on annonce la mort, a beaucoup augmenté, beaucoup. Parfois, me dit-on, c'est pas loin d'un par jour. Voilà. Qui sont ces gens-là? Il y avait des gens qui étaient partis pour faire brancardier. Il y en a un qui est revenu un peu écœuré parce que ça faisait 8 mois qu'il était là-bas et on lui faisait creuser des tombes pour mettre les macabées dedans. Et puis il faisait ça, et voilà, il faisait croque-mort, quoi, un peu. Donc c'était pas exactement son idéal de djihad, mais donc il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des jeunes filles qui sont parties pour être infirmières, et puis il y a ceux qui combattent. Et ceux qui combattent, là aussi, une fois on m'a montré un mail. C'était une lettre d'un amoureux à son amoureuse qui était restée en France. Ma chérie, tu sais que mon seul rêve est de t'épouser devant Dieu, mais pour l'instant, là où tu sais, où je suis, je ne peux pas, etc. Donc j'ai pensé que, comme je ne peux pas rentrer pour l'instant, une photographie te ferait plaisir. Et le mail défile vers le bas, et il y a le garçon en question avec une tête décapitée dans chaque main, avec le sang qui coule encore. Il y en a beaucoup qui sont un peu agités quand même, hein. Les gens qui sont sur place parmi les combattants me disent, ils parlent des gens des forces spéciales, ce sont des gens qui ne sont pas des enfants de cœur, ils parlent de barbarie préhistorique, de femmes enceintes éventrées à coups de machette, de choses comme ça. C'est atroce ce qui se passe sur le terrain. Et il vaut mieux, si vous voulez, si j'ai le choix, je préfère qu'ils soient transformés en chaleur et en lumière par une bombe russe qu'ils reviennent faire Bataclan numéro 2, si vous voulez. Mais la casse, à l'heure actuelle, elle est sévère. À la fin décembre 2015, les passages entre le nord de la Syrie et le sud de la Turquie, il y avait 200 km. Là, c'est en train de se réduire à pratiquement néant. Je crois qu'il n'y a plus, aux dernières nouvelles, qu'il n'y a plus qu'une piste qui est fréquentable pour rentrer-sortir. Et la NAS est en train de se refermer. Donc, quand la NAS sera entièrement refermée, si les Tchétchènes qui sont sur le terrain sont des Tchétchènes, eh bien, comme dans leur imaginaire, la notion de prisonnier semble avoir imparfaitement pénétré, il ne faut pas s'attendre, si ça continue comme ça, à ce qu'il en vienne beaucoup. Maintenant, le mal est fait. Sans doute, vous souvenez-vous que entre le mois d'octobre et le mois de novembre dernier, j'ai plus la date précise en tête, il y a eu un communiqué de l'État islamique disant que, profitant du flot, il y avait 4000 de gens qui étaient gagnés à leur cause, qui s'étaient infiltrés dans l'Union européenne, enfin dans l'Europe. Et il faut aussi savoir une chose, les gens qui sont dans cette culture-là, que ce soit ceux de régimes de haut niveau, par exemple des princes saoudiens, ou que ce soit des islamistes fanatisés, c'est une culture où les gens dissimulent très bien mais mentent peu. Ils ne mentent pas. Par exemple, quand un de leurs chefs est tué, ils le disent tout de suite. Ils n'ont pas dissimulé, caché pendant 15 jours, 3 semaines. Sunnite ou chiite, d'ailleurs, on s'attendait à ce qu'ils nous fassent le coup des gens qu'on branche pendant 6 semaines avant de révéler leur mort, comme ça avait été le cas pour Franco et comme ça avait été le cas pour Boumedienne. Non, quand l'ayatollah Khomeini est mort, à la minute même, les sanglots, la télé, tout le monde pleurait, etc. Donc ils dissimulent bien quand ils n'ont pas envie que vous sachiez quelque chose, notamment qu'ils vont venir frapper dans les rues de Paris, ils savent dissimuler, mais ils mentent peu.
Et donc, bien entendu, le chiffre de 4000 relève de la vantardise, mais combien y en a-t-il vraiment? Déjà. Donc ça, c'est une certitude. Certitude. J'ajoute, sans pouvoir aller tellement plus loin dans les précisions, qu'en termes de sécurité, alors, nous sommes dans le cadre du Parlement européen et bien entendu, dans le cours normal des choses et de l'existence, le fédéralisme et le principe de subsidiarité sont des choses admirables, mais en matière de sécurité, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que pour que ça circule entre la partie francophone et néerlandophone de la Belgique, et pour que ça circule entre le sud et le nord de l'Allemagne, c'est quand même un peu un vrai bazar, quoi. Donc on ne sait pas où sont des groupes peut-être analogues à celui qui a frappé entre la France et la Belgique, mais l'hypothèse à l'heure actuelle officielle, hein, et qu'il y en a, et qu'on ne les a sans doute pas tous repérés, du fait de la difficulté aux États fédéraux à faire remonter des informations une fois pour toutes. Le mot important dans toutes ces affaires-là, c'est à temps, c'est-à-dire en temps utile, c'est-à-dire avant qu'il y ait des morts, quoi. Beaucoup. Voilà où on en est. Oui. Oui, M. Hofer, moi ce qui m'intéresserait, c'est de connaître votre opinion sur le niveau de loyauté de la Turquie, soit à l'État islamique ou de complaisance, soit aux États européens qui en partie s'appuient sur la Turquie. Je ne parle pas de l'histoire des flux de migrants, je parle de la lutte contre le fondamentalisme islamiste. C'est un pays que je connais bien, dans lequel j'ai été très souvent, où je me suis entretenu avec des tas de gens. Et je dois vous dire que j'ai, pour l'appareil d'État turc, héritier de l'appareil d'État ottoman, beaucoup d'admiration. Il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du début du califat ottoman, ils ont vite compris que quand on faisait les choses importantes avec les Turcs d'origine, c'est-à-dire ceux qui venaient de l'Asie centrale, turkmène et autres, on avait les vendettas entre tribus, le bazar, oui mais t'as regardé ma sœur, oui mais t'as pas voulu épouser la mienne, etc. Donc c'était le bazar. Et donc très rapidement, tous les cadres supérieurs de l'Empire ottoman puis de la République turque sont des Européens. C'est-à-dire c'est des gens qui pour l'essentiel viennent des Balkans. Il y a quelques années de ça, l'ambassade de Turquie me dit qu'il y avait des responsables des services de renseignement turcs qui voulaient me voir et me donnent rendez-vous dans un restaurant turc pour déjeuner avec ce monsieur turc. Et j'arrive, je regarde dans la vitrine, le seul monsieur qui était assis tout seul, il était blond, suédois, quoi, avec les yeux bleus, puis une petite barbiche. Et je vais voir le maître d'hôtel et je dis la table retenue par l'ambassade de Turquie, on me dit bah, c'est la table du monsieur. Les cadres supérieurs de la Turquie, pour la plupart d'entre eux, parlent un merveilleux français sans accent. Donc, sachant qu'il comprenait la plaisanterie et qu'il connaissait la France, je m'assieds en face de lui en disant « Vous n'avez pas une tête de Turc ». Alors tout le monde rigole, voilà. Et à la suite de quoi, il me dit « Voulez-vous savoir ce que faisait mon grand-père ? Quel était le métier de mon grand-père » Alors je dis « Bah oui, je voudrais bien savoir ». Il dit « Mon grand-père était l'imam de la mosquée de Sarajevo ». Voilà, c'était un pur bosniaque. Dans Erdogan lui-même, c'est un Turc d'Europe, quoi. C'est un Laz, donc c'est de la Moldavie ou quelque chose comme ça. Et ce sont des gens avec qui il doit être possible de s'entendre, à condition de les comprendre. Et notamment une chose, c'est regarder sur la carte. Fermez les yeux, imaginez la carte de la Turquie. Il n'y a pas un pays au monde à avoir un voisinage aussi dégueulasse. Mais c'est impossible. La Syrie, l'Irak, l'Iran, enfin, vous voyez, tout le long, rentable. Il n'y a pas un pays. Donc, en plus de ça, vers le bout, ça devient problématique. C'est déjà plus des Turcs, c'est des Kurdes. Les Kurdes, pendant des siècles, pendant l'Empire ottoman, on les mettait en face des infidèles, enfin des hérétiques chiites, perses. On leur disait, voilà, vous gardez le truc et vous restez là-bas et vous ne bougez pas. Alors, bon, des fois, ils outrepassaient les consignes et ça prenait
la forme de massacre atroce et de génocide comme on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale, mais les Kurdes, ils avaient cette mission-là, quoi. Alors maintenant, c'est comme quand il n'y a plus de colonies, les Corses, on n'a plus du tout encore à faire, alors ils sont devenus indépendantistes. Donc on a toujours des phénomènes de gens qui se sentent abandonnés à un moment ou à un autre, et voilà. Mais nous avons affaire à des gens intelligents, des gens qui comprennent le dialogue, des gens, à l'heure actuelle, je veux dire, on s'y prend mal, quoi, comme souvent, il est possible de se faire écouter et d'avoir un dialogue avec eux. Je pense que Erdogan est dans une situation impossible. On ne peut pas diriger la Turquie, c'est pas le Cantal, quoi. On ne peut pas diriger ce pays avec juste un parti politique, en collant des affiches, en faisant des élections, puis après ça, bon, il y a un processus et tout le monde s'y tient. Il faut un substrat. C'est un pays très dur, avec des gens qui ont des traditions différentes et des origines différentes. Le substrat sur lequel l'AKP s'est imposé, le parti de Erdogan, c'était une espèce d'énorme réseau proche des frères musulmans, l'espèce de confrérie de Fethullah Gülen qui avait des réseaux énormes de dispensaires, d'alphabétisation, de cours du soir pour les étudiants, d'agences d'emploi, d'intérim, etc. Et donc c'est ça qui lui a permis brutalement, quand Erdogan, qui est un vrai patriote turc, se rend compte que les filous de Gülen veulent détruire l'armée turque et ont monté des complots imaginaires et sont en train de fomenter des trucs, il rompt avec lui, mais il n'a plus ce substrat-là. Donc à l'heure actuelle, vous savez, la deuxième force en Turquie, la mafia turque, hein, vous avez remarqué que quand il y a eu le pilote russe qui a été abattu dans son avion, c'est un crime de guerre, hein. Un pilote au bout de son parachute, on n'a pas le droit de lui tirer dessus parce qu'il est susceptible de se rendre en étant au sol, c'est pas un ennemi qui porte ses armes, et donc ça c'est un crime de guerre, hein. Donc il est abattu par des tirs qui viennent de Turquie. On sait qui est le type qui a tiré sur lui, c'est le fils du chef du parti pantouranien, ce qu'on appelle les Lougris, quoi. Et il était très simple. Les Lougris et la mafia turque, c'est un peu comme, vous savez, aux États-Unis, dans le temps, l'amicale des originaires de Sicile et la mafia italo-américaine, pas loin, quoi. Donc là, les Lougris et puis le MHP, le parti islamiste, nationaliste pantouranien qui veut réunir tous les Turcs du monde, Erdogan, il avait qu'à apparaître à la télé en disant « mais c'est horrible, ces gens-là sont des fascistes ». Pour une fois, c'est vrai, quoi. Les gens ont une vision impérialiste extrêmement dure. Vous regardez les chaînes qu'ils ont, il y a ces militaristes avec des types en uniforme, le drapeau turc derrière. C'est franchement l'appel à la constitution de milice, etc. Il avait qu'à dire, mais ces gens-là, c'est horrible, je le désavoue, et cet individu-là finira ses jours en prison. Silence de mort, pas un mot. Pas un mot. C'est la preuve que, comme on dit dans le Midi, les mouches sont en train de changer d'âne. Hein, voilà. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de se passer en Turquie. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Et je crois pas que c'est en vitupérant que le Moyen-Orient, c'est pas l'Europe. Quand quelque chose de désagréable vous arrive du Moyen-Orient, quand il y a un attentat qui vous arrive du Moyen-Orient, l'attentat, classiquement, ce que je dis est vieux comme les jours, ça date des années 80 et de la guerre civile au Liban. Ça signifie que quelqu'un vous envoie un message et qu'il faut reprendre le dialogue. Voilà. Quand il vous arrive quelque chose comme... je ne dis pas qu'il faut le faire en baissant sa culotte, mais il faut le comprendre. Il faut comprendre quelle est la signification de ce que c'est qu'un attentat. Quand il vous arrive un truc comme le Charlie Hebdo, ou après ça, le 13 novembre, deux options. La première option, c'est de se dire qu'il y a des jeunes gens un peu échauffés qui ont décidé de passer à l'action pour venger le prophète, ou Dieu sait trop quoi. Et puis la deuxième idée qui consiste à se dire, peut-être que quelqu'un, quelque part, a ouvert un robinet, et puis que... Donc, il faut essayer de savoir
sur quel pied j'ai marché. Une fois de plus, il n'est pas question de se coucher, mais de dire oui, bon, très bien, on a peur, alors on va faire comme vous voulez, mais il faut savoir sur quel pied on a marché et à quel moment. Je ne suis pas bien sûr qu'à l'heure actuelle, on sache vraiment sur quel pied on a marché, au cas où ça serait vrai, mais il y a quand même des présupposés solides. Je ne connais pas un seul cas au Moyen-Orient, pas un seul depuis le début de la guerre civile au Liban en 1974, entre la fin de l'année 1974 et le début de 1975, je ne connais pas un seul cas de terrorisme au Moyen-Orient qui, quand un groupe dure plus de 3 mois, fatalement, ça devient du terrorisme d'État. Fatalement, il est récupéré. Toujours. Abu Nida, les décisions palestiniennes, le Front populaire commandement général, l'Azala, l'armée secrète arménienne, qui au bout de 3 mois, hop, ramassée par un service syrien parmi les 2 autres. Voilà comment ça se passe. Sur les pieds de qui on a marché et qu'est-ce que ça signifie. Alors pour ça, eh ben, il faut avoir des interlocuteurs, il faut avoir des gens qui parlent, il faut avoir des Philippe Rondeau, il faut avoir des Jean-Charles Marchiani, il faut avoir des gens comme ça. Je ne sais plus si on en a beaucoup à TEF à l'heure actuelle, qui ait la confiance des gens locaux, qui puissent se regarder dans les yeux. On est entre gens de connaissance, on ne se ment pas. Une fois de plus, on dissimule, mais on ne ment pas. Voilà. Donc j'aimerais qu'on ait ces certitudes-là, je ne suis pas sûr qu'on les ait, pour vous répondre. Bonjour monsieur, Jean-Paul Manchès. Vous dites que vous admirez la Turquie et qu'il faudrait davantage coopérer avec eux, mais est-ce que vous croyez que c'est en déversant davantage de milliards à fond perdu, et peut-être même en les faisant entrer dans l'Europe, qu'on va réussir à résoudre les problèmes de terrorisme venant du Moyen-Orient? Il y a un soupçon quand même polémique dans la question. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'il fallait leur filer des sous et qu'il fallait leur lécher les bottes. J'ai dit simplement que c'était des gens, il y a des fois où on a affaire à des abrutis. Vous prenez par exemple les types qui dirigeaient le groupe islamique armé en Algérie, et une fois de plus, j'ai eu comme étudiants les gens qui ont comparé, c'était des fous complets. Je veux dire, ça ne sert à rien de discuter avec eux. En plus de ça, ils étaient obligés d'aller dans le désert pour plus tenir le choc dans les grandes villes. Et le désert, c'est dur, donc ils étaient drogués du matin au soir. On avait affaire à des gens qui étaient incohérents. Et en plus de ça, ces dingues-là, ils prenaient des drogues pour que parce qu'il fallait impressionner les tribus locales dans le désert, et donc le prophète a dit que ceux qui sont des martyrs, leur sang ne coule pas, ils restent purs, donc ils prenaient des médicaments pour ralentir la fluidification du sang, pour ne pas saigner quand ils se coupaient. Alors, ils mettaient ça, plus des amphétamines à longueur de journée, plus machin. Non, mais il y a des trucs concrets là derrière. Aller discuter de libération d'otages avec des gens qui voient des idées, Voilà, ça, c'est des gens avec lesquels il n'est pas possible de discuter. Il faut les mettre hors d'état de nuire. En revanche, vous avez à la tête de l'État turc des gens intelligents, sophistiqués, avec une culture de l'Europe séculaire. Ils n'ont pas dire qu'il faut leur ouvrir les bras. Je pense que la Turquie, c'est simplement pas un pays d'Europe, quoi. D'ailleurs, eux-mêmes ne le prétendent pas. Mais non, ils ne le prétendent pas. Je connais des ambassadeurs, des ministres, voilà, quoi. Ils sont pas. Alors simplement, il faut leur montrer qu'on est ferme et puis discuter sur la base de choses raisonnables. Il doit être possible de dire avec quelqu'un avec lequel on a une négociation un peu serrée, de dire 5 milliards, bon, j'ai bien rigolé, maintenant on va parler sérieusement et on peut peut-être vous aider dans tel domaine, mais dans tel autre. Et puis c'est ça la diplomatie. Quand c'est pas la diplomatie, c'est la guerre, quoi. Donc à un moment donné, il faut dire, alors l'Union européenne, même pas en rêve, en dehors de ça, c'est un pays de 70 millions d'habitants qui se développe, où il y a une économie, des gens bosseurs, etc. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Vous allez quoi faire? C'est quoi votre option? Leur balancer la bombe atomique? Bon, alors non, et on a des voisins, ils sont comme ils sont. Ça, imaginez les Américains avec le Mexique, bah, peut-être que ça ne les enchante pas, et ils sont là, et voilà, donc il faut essayer de trouver une solution. Et la solution, il faut la trouver sans avoir
la montée aux extrêmes. Il est très possible dans ces pays-là, ça a été fait dans le temps, de passer un coup de téléphone à un type à Bagdad ou à Damas en disant « Monsieur machin, ah, cher ami, voilà, colonel machin, là, il faut que je vous dise une chose, je sais parfaitement que dans la rue machin, là, au numéro 12, au 2e étage, il y a 3 jeunes gens qui sont en train de se préparer à faire un truc, pas une bonne idée, hein. On sait qu'ils sont là, on sait où ils sont censés venir, vous arrêtez ça tout de suite ou autrement on se fâche. » Eh bien, 90 fois sur 100, mais pour faire ça, il faut être en mesure de former de bons diagnostics. Je sais de manière certaine que quand il y a eu la première guerre du Golfe, c'était le président Mitterrand qui a été chargé, au nom de la coalition, de passer un coup de téléphone à Kadhafi en disant « Vous avez vu, les avions, quand ils bombardent, ça fait mal. Vous laissez sortir un seul terroriste de Libye, je parle de la guerre de 90-91, vous allez voir ce que vous allez prendre sur votre matricule. » Eh bien, Abou Nidal est resté tranquillement à la chaîne en Libye, il n'est pas sorti, il avait compris le message. C'est ce genre de choses qu'il faut être capable de faire. Voilà. Il faut être ferme, mais il ne faut pas... Oui. Oui. Non. Est-ce que la France a-t-elle les moyens financiers et humains de faire la guerre contre Daesh? Est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir une résistance intérieure contre cette menace? C'est pas la guerre contre le terrorisme, dire bombarder des gens de temps en temps, c'est que si on n'a pas les moyens de faire ça, il vaut mieux s'arrêter tout de suite et puis émigrer au Groenland, quoi. C'est vraiment pas possible de dire qu'on n'a pas les moyens de le faire. En revanche, il faut savoir qui on bombarde et pourquoi et qui on bombarde vraiment. Je vous ai dit ces doutes qui sont les miens à l'heure actuelle, qui m'habitent. Je me dis, est-ce une bonne idée de le faire? Sur la queue de quel serpent a-t-on marché pour qu'il nous arrive un certain nombre de choses? Et ne vaudrait-il pas mieux savoir ça clairement plutôt que de faire des bombardements comme ça pour la pub, hein? Car c'est ça. La France a encore un appareil militaire sous-payé. À l'heure actuelle, il commence à être un peu sous-entraîné, mais on est 2 en Europe à avoir ça, quoi. Il y a les Britanniques et nous. Le reste, ça existe quasiment plus, quoi. Voilà, donc... compte tenu de ce qu'il y a en face, c'est pas un problème, mais c'est toujours problématique d'utiliser un instrument contre quelque chose. Voilà, si vous avez une tarte aux pommes à faire et si vous utilisez un râteau, quoi, c'est pas forcément... Vous voyez ce que je veux dire? C'est utiliser l'armée française à bon escient. Dans le domaine des forces spéciales, etc., on a encore des trucs, mais sublimes, quoi. Et puis, je vous dis, dans le domaine électronique aussi, on a de beaux restes. Hein. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps comme ça, avec pas assez d'argent pour financer le truc, parce qu'à terme, ça va devenir problématique, mais peu au monde aurait été capable de ce qu'on a fait au nord du Mali, et puis dans la Drare des Ifoga et tout. Je vous garantis, quand ils ont envoyé la Légion là-bas, les autres, ils n'ont pas rigolé du tout, quoi. C'était violent, quoi. Et la preuve, c'est qu'ils comptaient descendre sur Bamako pour faire le réseau, etc. Et 48 heures sur les 1500, il y en avait 900 morts. Ça, voilà, on est encore capable de faire ça. Alors, ça coûte du fric, mais il n'y a qu'à restreindre un petit peu sur l'ouverture d'écoles de hip-hop ou sur des concours de machin, et puis on achètera... Non, c'est un petit bout de rafale quand même, mais voilà, il faut simplement restreindre sur les futilités et se consacrer sur l'essentiel si on veut rester une grande puissance. Alors, j'aurais voulu savoir, connaître votre opinion sur la loi antiterroriste et son efficacité. Parce que c'est extrêmement important, on est tous écoutés, et en fait, on s'aperçoit que les terroristes passent quand même. Jusqu'à présent, je disais, bon, ça fait pas de mal, hein, c'est pas l'essentiel, il nous faut un service antiterroriste, chose qu'on n'a pas à l'heure actuelle, mais ça fait pas de mal. Mais la dernière qui vient d'être publiée il y a quelques jours, on commence à partir en vrille, quoi. Vous avez vu la mesure numéro 59, lutter contre l'enfermement algorithmique.
Quel est le cinglé? Non mais écoutez, l'enfermement algorithmique, je vais vous traduire en français, c'est quand ma fille joue trop avec sa Game Boy, quoi. C'est quand même... Et puis, les trucs de déradicalisation, il y a une brave dame, lutter contre l'enfermement algorithmique. Une brave dame qui dit, alors voilà, c'est une gentille femme, hein, je ne suis pas en train de me moquer d'elle. C'est sans doute une merveilleuse maman. Hein. Elle a un cœur de mère et donc elle voudrait que tout le monde soit gentil. Alors elle dit, les Abdeslam, on va les mettre dans une espèce de stage et on va leur jouer la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient petits pour leur rendre leur tendresse intérieure. Il était un peu des mecs qui ont gorgé 150 personnes. Mais j'aimerais plaisanter, quoi. Je ne plaisante pas. Beaucoup de choses, c'est ça. Et puis en plus de ça, moi j'ai un principe simple, c'est que ce que l'être humain n'arrive pas à nommer, il ne sait pas quoi en faire. La première chose que fait le garagiste quand vous êtes avec votre voiture en panne, il dit c'est le Delco, le médecin il dit c'est l'appendice, les astronomes ils disent c'est la comète de machin truc chose, et quand on nomme les choses. Vous avez un préfet à l'heure actuelle qui est pittoresque, hein, qui est chargé de la déradicalisation. Je ne suis pas là pour balancer les gens, je suis dans le combat d'idées, donc je ne vais pas, mais vous le trouverez sans difficulté sur Internet. Il écrit des pages entières, il n'y a rien dedans. Pas une fois le mot islamisme, pas une fois le mot salafiste. On combat des gens qui sont violents. C'est des maris brutaux, c'est quoi? Non, on ne sait pas. Donc il a été faire un discours à Genève récemment. J'ai vainement, il y a des gens qui ont un talent pour ça, ils écrivent un discours, à la fin on se demande quelle est la substance. Where is the beef, disent les Américains. Ben là, rien, c'est vide. Alors si on est parti comme ça, voilà. Donc c'est simple, il faut désigner les choses et les gens et puis dire voilà, c'est là que ça se passe. Et puis, avec toute la retenue voulue, vous avez vu, moi je suis même contre le fait qu'on bombarde à l'aveuglette là-bas parce que si ça se trouve, de la semaine où on a pris la décision à la semaine où on a appliqué les choses, ils étaient passés du camp des résistants au camp des méchants, ou l'inverse. Donc il faudrait savoir un peu ce qu'on fait. Donc il faut faire les choses avec beaucoup de retenue et surtout, pour parler maintenant, des fois, moi je parle sans arrêt, vous comprenez, de choses dures, brutales, de crimes, de temps en temps, il faut rigoler un peu. Là, on vient de rigoler 5 minutes, mais sérieusement. Entre l'origine de l'expérience humaine jusqu'à aujourd'hui, dans tous les domaines, plus on avance vers la modernité et plus on s'aperçoit que la phase d'exploration est prolongée et durable et précise, et plus la phase d'action est limitée. Il y a un siècle, appendicite, on ouvre un truc, on tirait, et puis maintenant il y a des examens, des radios, des scanners, des choses, etc. Donc la phase d'exploration. Sauf dans le domaine du crime et du terrorisme. On se précipite, les Américains en premier, hein, après ce qui leur est arrivé le 11 septembre, boum, les bombardements, les B-52, etc. À mon avis, la phase d'exploration, la phase où on fait le diagnostic le plus assuré possible et le plus précoce possible, cette phase-là, elle est encore trop limitée. Le taureau devant le truc rouge, là, hop, on fonce, et bien souvent, on ne sait pas où on va et qui, en réalité, il y a derrière. Hein. Des fois, quand on gratte, on a des surprises. Hein. Donc, il faut être implacable sur la riposte. Je pense que si jamais on trouve un beau jour qu'il y avait des gens qui avaient donné des incitations à droite et à gauche en dehors d'Europe et qui ont abouti à 130 cadavres dans les rues de Paris, il faut que les gens payent cher. Les gens de la CIA qui ont un vocabulaire un peu marqué par le puritanisme ambiant, ils disent clore un dossier avec un extrême préjudice, terminate with extreme prejudice. Hein, voilà. Alors il y a des individus à qui il faudrait causer ce préjudice extrême-là, on a su le faire dans le temps, il faut être capable, parce que là, après ça, les Turcs, ils vous écoutent, quoi. Et les Saoudiens aussi, ils comprennent que le chien a encore des dents. Alors, je ne suis pas du tout un sanguinaire, mais des fois, de temps en temps, il faut quand même montrer, de manière limitée dans la microchirurgie, etc., qu'on est capable. Eh bien, à l'heure actuelle, ça vaut mieux, à mon avis, que les bombardements à l'aveuglette. Alors, les bonnes méthodes,
elles ont ça en commun de ne pas coûter cher. Faire un service antiterroriste, vous prélevez des compétences, il n'y a pas un centime de plus à la fin de l'année. Quant aux instruments, ils existent déjà, simplement ils ne sont pas utilisés de manière optimale parce qu'au sommet, la compétence n'est pas suffisante pour dire voilà, moi je veux ça, et le reste je m'en fous, mais ça je le veux. C'est ça le problème. Excusez-moi, je vais reprendre la parole et de rebondir sur la question qui vous a été posée. Lorsqu'il y a eu l'attentat à Boston, la Russie a fait savoir qu'elle avait prévenu les États-Unis que les deux frères tchétchènes avaient le profil, etc., et qu'ils étaient arrivés sur le territoire américain. Lorsqu'il y a eu les attentats à Paris, un certain nombre de membres des services syriens ont fait savoir qu'ils avaient eux-mêmes la liste de gens dont le profil était détecté comme étant des terroristes, etc. Donc la question que je pose, c'est quelle peut être l'efficacité d'une mesure qui est présentée au niveau européen comme la mesure censée régler l'intégralité du problème du terrorisme, qui est le PNR, c'est-à-dire en quoi surveiller 500 millions de personnes qui voyagent peut avoir une efficacité quelconque. Est-ce que, enfin il me semble que pour le coup c'est l'aiguille dans la botte de foin, est-ce qu'il vaut mieux pas suivre l'aiguille plutôt que de traiter la botte de foin en se disant que dans la botte de foin il y aura une aiguille? Je veux dire, est-ce que tout ça c'est de la pub, c'est de la com, d'après vous, ou est-ce que ça a la moindre chance de pouvoir représenter un instrument efficace de lutte contre le terrorisme? Mais non. Réponse non, ça ne l'a pas. Pourquoi? Parce que, je vais élargir, le problème des États-Unis, j'y passe du temps. Si vous saviez les litres de salive que j'ai dépensés, les États-Unis jamais n'écoutent personne. Mais personne, jamais. Le nombre de fois où on leur a dit, attendez, là, il y a les dents du râteau, vous marchez, puis vous allez ramasser le manche en pleine figure, ils disent, hop, et puis bang, ils prennent, voilà. Ils n'écoutent personne. Hier matin, un des pays de la zone sahélienne qui est sur la ligne de front, là, qui est en plein avec les histoires de Boko Haram, etc. J'avais, car c'est un de mes étudiants cette année, vous voyez, les étudiants de refaire quand même, le chef des opérations du service de renseignement local qui était avec moi. Il me racontait ses contacts avec les Américains, c'est à pisser de rire, quoi. Ils arrivent en disant, il y a Al-Qaïda chez vous. Le type, il a 12 gardiens de chèvre avec des calages qui sont payés $100 par un mec pour aller tuer des gens dans un hôtel à Bamako, qui n'ont jamais entendu parler d'Al-Qaïda, c'est des chefs faillons locaux qui essayent d'exister, etc. L'autre, il dit oui, alors ils disent, bon, alors Al-Qaïda, on va faire comme ci, on va faire comme ça, etc. L'autre, il dit oui, il est sur le terrain, il connaît les unes parmi les autres, les tribus et tous les chefs de la région. Et les Américains arrivent avec le kit, hein, boum, en disant voilà, on va faire ça. Il y a quelques années, ça s'est mal passé parce que c'est des gens assez rugueux. Ils sont arrivés à la direction des services de renseignement algériens. Les Américains étaient venus camoufler en disant bon, voilà, alors on va coopérer avec vous. Et les Algériens stupéfaits les ont vus distribuer des feuilles de papier interro-écrites sur lesquelles il y avait un QCM. Les islamistes sont-ils plutôt grands, petits, minces, gros, je sais pas, n'importe quoi, un QCM, quoi. Cocher la case correspondante. Il a fallu une demi-heure pour que les Algériens, je vous dis, c'est pas des, enfin vous voyez ce que c'est que les services spéciaux algériens, c'est pas spécialement des enfants de cœur. Ils ont mis une demi-heure à comprendre, ahuri qu'on est en train d'en faire ça, et 5 minutes à les mettre à l'allemande en disant bon, on a assez ri, mais ils sont comme ça, quoi. Ils n'écoutent jamais personne et ils imposent. Alors, c'est pas forcé, des fois, par des trésors de. Et puis parce que l'opinion générale aux États-Unis, c'est French are sophisticated. Alors, des fois,
ça vaut la peine de les écouter parce qu'ils nous disent des trucs et 5 ans après, on comprend que oui, bah, par exemple, l'invasion de l'Irak, c'était pas optimal, la meilleure idée qu'on ait jamais eue. Et qui est-ce qui nous l'avait dit? Bah, c'était Villepin, Chirac et tout ça. Ah, oui, peut-être les écouter. Donc, avec un trésor de patience et en revenant à chaque fois à l'invention de la roue, car le système change tous les 5 ans ou tous les 8 ans. Hein. Donc, en revenant à chaque fois, on peut leur dire non, ça, c'est pas une bonne idée. À la fin, ils disent « Ah, bon, très bien. Alors après ça, on évite. » Mais pour vous dire, le jour où la guerre d'Irak se déclenche, il y a un garçon qui vient dîner chez moi ce soir-là. C'est le type qui a tenu à Alger la Mitidja, pendant la vallée de la Mitidja pendant 3 ans face au GIA. C'est sans doute le meilleur connaisseur du salafisme armé qui existe au monde. Ses 2 adjoints ont été tués, sa bagnole a sauté 3 fois. C'est un connaisseur extraordinaire. Alors il vient dîner chez moi le soir, on boit un bon coup de Chablis, parce qu'ils sont comme ça, hein, musulmans, mais quand même. Et donc, alors je lui dis, mon camarade, comment ça va se passer en Irak? C'était le jour où l'armée américaine venait d'entrer en Irak. Alors il me dit, ah, voilà comment ça va se passer. Alors premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Et il me laisse entendre, ils disent pas tout, que Saddam avait appelé tous les volontaires à venir combattre avec lui l'impérialisme américain, et que tous les pays avaient envoyé un contingent, et qu'il n'était pas impossible que nos frères algériens, qui parfois sont un peu ficelles, aient glissé quelques-uns de leurs agents dans la troupe des volontaires algériens. Donc ils avaient une connaissance précise de ce qui se passait sur le terrain. Et l'homme en question me dit, premièrement, deuxièmement, troisièmement, alors bon, 3 mois, les grands attentats vont commencer, bingo, l'ambassade de Jordanie, les Nations Unies, après ça, ben voilà, donc ensuite, les mecs vont créer des trucs à la Cambrousse, et donc, on avait le programme comme s'il était lui-même Abou Machin al-Baghdadi. Alors je lui dis, quand même, c'est des copains, les Américains, tu les as prévenus? Alors il me dit, oui, on a été à l'ambassade, ils nous écoutent jamais. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça n'arrête pas. Et donc, sans arrêt, là, vous avez vu ce qui s'est passé, il n'y a pas 3 semaines, dans un journal d'Abu Dhabi, l'ancien ministre de la Défense des États-Unis, qui s'appelait Chuck Rogers, ou je ne sais pas trop comment, il a donné une grande interview en disant « Ah, la guerre d'Irak, non, c'était une bêtise, finalement, il ne nous menaçait pas, Saddam Hussein ne nous menaçait pas du tout. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. » Bon, autre question, et voilà l'enterrement de la guerre d'Irak. Il y a 3 semaines. J'ai toute l'interview, naturellement, conservée. C'est paru dans un Al-Khalij, le quotidien d'Abu Dhabi. Et il a donné cette interview-là lors d'une conférence. Il dit « Ah oui, oh, c'était une sottise. » Donc, au bout d'un moment, il balaye la poussière sous le tapis. Et puis après ça, on passe à l'ordre du jour. Et c'est les autres qui, après ça, épongent. Hein. L'Irak, en ce moment, encore 1000 morts par mois, quoi, dans les attentats, dans le terrorisme, etc. Donc, voilà ce qui se passe. Le problème est plus large. Il faut que l'Europe, sous une forme ou sous une autre, se dote d'une direction, pardon de parler comme ça à une dame, avec des couilles, qui tiennent tête, qui disent non, on ne fera pas comme ça, parce qu'au bout de 3-4 ans, ils vous donnent raison. Le jour où je suis arrivé au moment où Chirac avait dit non, et avec Villepin aussi à Washington, où j'avais les copains habituels, département d'État, la RAND, la CIA, machin, et j'arrive devant eux, et c'était eux des experts, quoi. Et je leur dis alors, French Wimps, hein, on est les minables et les lâches, etc. Et je me souviens très bien d'un type qui avait des fonctions importantes au ministère de la Défense, qui était un copain que je voyais régulièrement dans les conférences, et il m'a fait cette réponse: c'est vous qui avez raison, we have kicked the hornet's nest, on a donné un coup de pied dans un nid de frelons. Eh bien, exactement, et eux le savaient. Le PNR, efficace? Non, mais évidemment non, c'est une de leurs lubies. C'est comme le QCM, quoi, c'est une connerie, quoi. Attendez, la preuve que c'est pas... Ça fera pas de mal, mais s'il y a un terroriste de moins à la fin du dispositif, je me fais moine, quoi. Voilà, c'est pas ça. Donc, ce que je vais dire, non, attendez, important, là. On ne peut pas régler
les problèmes politiques par des moyens techniques. On sait ça depuis genre Aristote. Il n'arrête pas. Échelon a-t-il empêché le 11 septembre? Évidemment non. Prism a-t-il empêché l'attentat de Boston? Évidemment non. Parce que quand vous créez un système de surveillance électronique, il ne surveille que ce que vous lui demandez de surveiller. Dans Prism, comme dans Échelon, il y a ce qui s'appelle des dictionnaires avec des mots-clés. Si jamais, une fois, en plus, je suis sérieux, au début des années 2000, je suis arrivé à une conférence à Washington, j'ai prononcé, en 2000 ou 99 ou 2000, j'ai prononcé dans cette conférence le mot salafisme et salafia. Aucune des gens des services de sécurité des États-Unis n'avait idée de ce que ça pouvait bien être. C'était juste depuis 1950 qu'ils étaient maqués avec l'Arabie saoudite. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le sens de ce mot. Voilà. J'enseigne à Washington dans une université qui s'appelle George Mason. Regardez le plan de la ville, c'est juste de l'autre côté du Pentagone. Tous les cours de formation permanente, c'est des officiers de l'armée américaine. Les seuls Américains qui s'intéressent à la politique étrangère, ce sont les militaires, parce que le Pentagone est le plus gros propriétaire immobilier du monde entier, parce qu'ils ont des bases partout. Les seuls qui savent quoi que ce soit sur ce qui se passe à l'étranger, c'est les militaires. Donc les gens des forces spéciales, quand vous faites une conférence, ouais, le français, ils viennent vous écouter, il y a plein de mecs qui viennent avec le crâne rasé, qui viennent de la boutique en face, et ils vous posent des questions, eux ils sont lucides, mais hélas, c'est pas eux qui prennent les décisions politiques. Les jeunes types, en 2006 ou 2007, qui venaient de l'autre côté du commandement des opérations spéciales, de Tampa, etc., qui venaient à nos conférences à Washington, ils disaient « mais nos chefs, ils sont obnubilés par Bin Laden et les autres, c'est fini, c'est terminé, on a bien compris ça ». Eux, les racailles, les hybrides, ils savent, ils ont compris. C'est pas eux qui prennent les décisions politiques. Et les militaires, comme l'a dit fameusement l'autre, ça obéit, ça ferme sa gueule, ou ça, voilà. Donc ils disent « yes, sir », et puis, mais ils n'ont pas cette capacité d'intervenir. Eux, ils sont des fois, comment dire, au bord des larmes de dire « je suis une mouche contre la vitre, j'arrive pas à me faire entendre ». On avait un copain d'origine égyptienne qui avait dirigé une brigade de chars en Irak. C'est lui qui tenait la ville de Tal Afar. Il était d'origine égyptienne, donc il s'appelait El quelque chose, et il était au moins nominalement musulman, mais citoyen des États-Unis, West Point, et officier de l'armée des États-Unis. Il disait « ce que je ressens avec mon héritage et ce qu'on m'ordonne de faire, c'est l'inverse, c'est n'importe quoi ». Alors voilà, ils envahissent un pays, cassent tout, après ça ils s'en vont, les morceaux sont par terre, et bonjour pour les recoller, quoi. Hein, c'est ça qui se passe. Et donc le PNR, comme le type des services, du chef des opérations du service comment dire, de la zone comment ça s'appelle, sahélienne dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont désarmés, quoi, parce qu'on leur demande des questions, quoi. Alors, vous avez en face de vous qui vous donne un QCM qui dit à Jérusalem, le grand rabbin, il préfère le rôti de porc, la saucisse de porc ou le saucisson de porc. Vous dites, pardon, j'ai pas l'impression qu'il mange le porc. C'est pas ça le problème, répondez à la question. Ils sont comme ça, quoi, souvent. C'est-à-dire qu'ils posent des questions absurdes qui n'ont pas de sens. Je vais vous donner, non, parce que ça a l'air énorme, je vais vous donner un cas précis pour vous montrer à quel point c'est culturel. Un jour, on avait une réunion. Et puis, c'était sur les affaires de terrorisme, dans une université de Washington où tout le monde vient pour les gens des différentes boutiques, des ministères. C'est un trou, Washington, les gens s'emmerdent, hein, donc ils viennent aux conférences parce que, si vous voulez, c'est comme à Cueilleul-Boeuf-le-Petit, le soir, l'après-midi, des fois, c'est... Bon, donc ils viennent à la conférence, et pour commencer la conférence sur le terrorisme, je leur pose la question suivante. Je leur dis... Par le plus grand des hasards, le 11 septembre 2002, j'étais à New York. Il y avait la marine de guerre dans le port, il y avait les avions dans le ciel de chasse, ça grouillait de flics et de militaires dans tous les sens. Pourquoi ?
Alors, les gens que j'avais en face de moi se disent, on a Simplet en face de nous, et le type me dit, mais c'est parce que, naturellement, c'était le premier anniversaire du 11 septembre. Je dis, j'avais bien compris, mais est-ce que le problème se pose comme ça? Que voulez-vous dire? Je lui réponds, y a-t-il la possibilité de marquer un anniversaire dans une culture qui a un calendrier lunaire? Naturellement, c'est impossible. J'ai des gens qui sont des musulmans pratiquants, ils mettent 5 heures à me dire quand avait lieu le ramadan 5 ans avant, parce que chaque année, le calendrier bouge de 11 jours. Je dis, vous prenez les islamistes pour une sorte d'IRA qui serait musulmane au lieu d'être catholique, mais dans le calendrier chrétien qui est fixe, il y a Pâques. Donc chaque année, l'IRA pose une bombe pour les Pâques sanglantes, parce que c'est dans sa culture. Alors maintenant, vous allez me faire le plaisir, si vous ne me croyez pas, de reprendre tous les discours de Bin Laden qui sont sur... Quand l'arabe est traduit correctement, il parle un très bon arabe classique de la péninsule, où la langue est apparue, et donc, quand il parle d'une date, il ne dit jamais le 11 septembre. Il dit Yom al-Mubarak, le jour béni, parce que les dates n'ont aucune espèce d'importance. On ne peut pas fêter l'anniversaire de maman ou des petits dans un pays où ça n'existe pas, c'est pas dans leur paysage culturel. Et donc, autant l'IRA va faire un attentat le 11 septembre, si jamais c'est le jour où on a tué des gens de l'IRA ou à Pâques à cause des Pâques sanglantes, autant ça n'a aucune espèce de sens pour des gens qui sont dans la culture islamique et qui sont des fondamentalistes de cette culture et qui interdisent. J'ai des copains qui habitent dans les Émirats Arabes Unis, les mecs, les émirs les convoquent exprès le 25 décembre, ça fait chier les trucs à date fixe, en plus chrétiens, parce que c'est pas dans leur culture, donc ils les convoquent le 25 à 10h du soir. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. On est dans une histoire de culture qui n'est pas comprise. Quand on ne comprend pas la culture des gens, on évite de leur faire la guerre parce qu'on a après ça des inconvénients terribles. Donc, moi, tout ce que je vous dis se situe dans le domaine du préventif. On est dans un monde où il faut comprendre très vite et comprendre à la vitesse où les choses se passent, où un Abdeslam se radicalise et devient un fou furieux en 10 jours, alors qu'avant il était en boîte de nuit et qu'il buvait de la vodka. Donc on n'a pas le luxe, on n'a plus de profondeur stratégique, si vous voulez. Il faut comprendre vite. Je me demande si à l'heure actuelle, ne parlons même pas de l'Union européenne, ce serait pathétique, mais si la France a les moyens de comprendre un certain nombre de phénomènes à temps. Je ne suis pas plus fort que les autres, mais un individu seul, il comprend toujours plus vite qu'une foule. Donc je pense qu'il faudrait doter l'appareil d'État des moyens de comprendre et des experts qui lui permettent de comprendre. Ces experts existent, c'est des gens modestes généralement, on ne les voit pas tout le temps à la télé, mais ils existent, ils sont... En plus de ça, on a tellement d'amis dans tous les pays où il y a le bordel, ils ne demandent pas mieux. Mais bien entendu, ces gens-là sont prudents, ils attendent qu'on leur pose les bonnes questions. Sur la, comment dire, la responsabilité et sur les problèmes et sur ce qu'on doit faire vis-à-vis des pays du Moyen-Orient, il y a des gens qui sont la mémoire absolue. Par exemple, des renseignements de certains pays maghrébins, ils connaissent ces pays-là depuis 50 ans, ils ont fricoté avec eux depuis 50 ans, ils les connaissent. À savoir que quand on leur dit « un tel, il est capable de faire ça », ils sursautent en disant « ah, pas du tout, non, ça va pas, c'est fou ». Mais c'est des gens qui connaissent, quoi. Quand mon ancien étudiant me dit « voilà comment ça se passe », il sait, il en a vu des terroristes, il en a sans doute tué un certain nombre en Algérie. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand on a une connaissance concrète des choses, on ne se trompe pas. Un exemple de ça, un petit, j'ai pas idée de l'heure. On doit rendre la salle. Alors, je vous donne un petit exemple. Quand j'étais jeune, j'ai été l'esclave et le souffre-douleur d'un monsieur qui est mort depuis bien longtemps, qui s'appelait Boris Souvarine, qui était le premier Français devenu communiste, avoir été un des 4 secrétaires de l'Internationale communiste, du Comintern, avoir rompu avec Staline après ça, s'être réfugié en France. Il valait mieux quand on s'était fâché avec Staline. Et donc, lui, par la suite, jusqu'à la fin de sa vie,
tant que Staline était au pouvoir, il savait, il avait été assis autour de lui, autour de la table, avec lui autour de la table. Et quand il y a eu le problème de savoir en 1939 pour qui Staline finalement avait basculé, parce que tout le monde lui proposait l'alliance, en avril 1939, dans le Figaro, Boris a écrit un article qui disait une partie compliquée se joue entre Berlin et Moscou, et il disait « je le connais, il va signer avec Adolphe, il est fasciné par la force, mais je le connais comme si je l'avais fait ». On vit 3-4 ans avec Staline, qui était déjà secrétaire général du parti, il y a intérêt à ne pas le quitter du regard, c'est du lait sur le feu. Il savait. Et donc, les gens qui ont été au contact avec ces gens-là, ils savent. À l'heure actuelle, au lieu d'utiliser des tocards ou des intellos, machin, à la gland, comme ceux qu'on a utilisés pour nous donner des leçons de morale sur la Libye, see what I mean, eh bien, on ferait bien d'utiliser des gens comme ça. Ils existent, on les connaît, ils sont là, et ils ne demandent pas mieux, qu'ils soient français ou des pays voisins et amis, que de fournir des informations. Il faut être informé et vite. Telle est la morale de l'histoire.